beaucoup. Au début, beaucoup. Puis, tu sais, je pense qu'on le voit justement dans l'évolution des épisodes, tu sais. Maintenant, dis tout. Mais au début, j'étais tout le temps comme... Je sais pas si je peux compter cette histoire-là. Je sais pas si c'est intéressant. Allez-vous rire? Ça a-tu rapport? C'est-tu trop long quand je parle? Dites-moi les, là, tu sais. Fait que c'est ce projet-là qui t'a exorcisé. Oui, complètement. Qui m'a complètement fait m'épanouir. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai fait un photoshoot avec un ami photographe. Il m'a pris en photo il y a une couple de semaines, puis il m'avait pris en photo au début du projet. Ouais. Puis il a dit, c'est pas la même femme que j'ai vue. Ah. Puis les photos de la première fois, je savais pas comment me placer. J'étais comme... Là, cette fois-ci, j'étais comme, m'en mettre à terre. Vas-y, allume la fan. Tout le monde est bienvenu au spécial du gérant, le podcast qui parle d'humour, des médias et plus encore. C'est comme, non pas les coulisses, mais le bureau de l'humour et de tout ce que je viens de vous nommer. Et j'ai une invitée de feu aujourd'hui. Mais avant, je veux vous dire, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais j'ai un deuxième podcast qui roule depuis plus de 800 épisodes qui s'appelle Angle mort. Je vous invite à vous abonner aussi, évidemment, à vous abonner à celui-ci. Pour le retrouver, bon, Google, je ne vais pas vous dire comment faire, ou sinon, marcboilard.com. Mon invité aujourd'hui, c'est très intéressant parce que c'est une fille qui a une démarche qui me fait penser à celle que j'ai faite il y a plusieurs années, c'est-à-dire qu'elle est passée de derrière à devant la caméra. Il s'agit de Stéphanie Vandelac. Coucou, Marc. Comment vas-tu? Ça va, toi? Hey, Stéphanie Vandelac. D'abord, évidemment, avant de commencer, c'est toi qui as une question, parce que Marc, quel est mon surnom? Ah oui! Et tu te doutes bien que j'ai travaillé là-dessus toute la fin de semaine. Oh my God, je suis excitée! Je commencerai pas par un vulgaire Vandelac à la tortue, comme tout le monde t'appelait, tu sais, je veux Ah dire, oui, le vent je du suis lac ou Voilà. chalet. Ouais, Mais j'ai pensé à Vandelac, sa gueule. Mais le fois, trouves-tu ça bon? C'est excellent. Vandelac, c'est badass au bout. Ben oui, c'est on character. Genre, t'as d'affaire à pas trop la gazer parce que Ouais. Vandelac, sa gueule, ça paraît rêver. Je suis J'adore, content. honnêtement. Ah, ben parfait. Ah, Marc, tu sais, je vais utiliser un mot de vocabulaire de notre ami Mike Ward pour dire que je suis surexcitée d'être ici. C'est vrai? Tu sais pourquoi? Non. J'ai été sur mon classeur dans ma jeunesse. Wow! Je te dis! Raconte. Oh my God! Ben écoute, je suis tombée célibataire mi-vingtaine. OK. Puis je me suis dit, il faut que ça se passe. Là. Oui. Parce que moi, j'ai été en couple de 18 à 24 ans, puis c'était mon premier chum. Fait que là, j'avais Ça comme... me rassure quasiment que tu me dises pas que c'était mon 8e. Oui, non, c'est ça. Oui, non, mais on sait jamais, t'as pas raison. Non, j'ai été très sage pendant ma jeunesse, mon enfance. Mais... ouais, puis là, je me suis inscrite sur mon classeur, puis j'ai rencontré un gars, Oui. puis ça a quand même bien été, mais c'est comme ça n'a pas cliqué, par exemple. Mais là, après ça, moi, j'ai essayé de comme juste... j'ai coupé les ponts et tout ça, puis lui, il était un petit peu triste, je pense, mais Vraiment? je pense que ça va mieux aujourd'hui. Mais tu sais, quand tu te fais dire non, là, c'était tout le temps un peu plate, je pense. On a vécu un beau moment, mais comme... On dirait que dans le moment, j'ai fait « Ah, c'est pas lui », tu sais. Tu sais, des fois, tu le sais quand tu le vois la personne. Sur le chat, c'était vraiment le fun. Mais en personne, ça a été le fun, là. Mais après ça, j'ai fait « Ah, tu sais, non, il n'y aura pas suite. » Mais j'ai beaucoup aimé chatter. Je me souviens quand j'ai ouvert mon profil, Oui. j'étais comme « Ah, ça va pas assez vite. » Genre comme mon inbox se remplit pas. Comment Ah bon? ça? Nanana. J'étais allée me coucher. Le lendemain matin, le feu de Dieu. Exact. Le feu de Dieu. C'était incroyable. Tu sais que c'est nous autres qui avions pensé, avant tout le monde, à l'idée qui a mis au monde Facebook, c'est-à-dire le friend request. Et je vais te raconter comment c'est arrivé. Moi, d'abord, mon classeur, j'étais à testostérone et je reçois un email un jour d'un gars qui dit « Hey, salut, on a inventé un site de rencontre. Peut-être que tu voudrais en parler dans ton émission. » Lui, c'était juste ça. Sébastien Filion. C'était un étudiant au HEC. Et il était avec deux gars de l'ETS qui étudiaient pour devenir ingénieurs. Ricardo Machado, Dominique Fortin. Moi, je vais voir leur site, ça s'appelait TrueMeet. Bon, c'était un site comme il y en avait plein. Mais il y avait un truc que je trouvais intéressant, c'était une espèce de friend request. Et ça, c'était Ricardo qui avait constaté que le problème des gars dans le dating à l'époque, c'est que les filles étaient inondées de messages. Fait qu'il s'était dit, hey, avant d'envoyer un message, si on avait la permission de la fille pour entrer en contact, ce que nous autres, on avait, puis que Facebook, paf, a quand même été, ça a été un gros feature de Facebook. Absolument. Ça fait que l'expérience, mon classeur, elle avait ça de particulier, c'est que nous autres, d'ailleurs, le slogan au début, tu te souviens, c'était quoi? Non, je me souviens pas. Ici, c'est la fille le boss. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment ça. Bon. Ouais. Je capote. Puis parce que la fille devait accepter ce qu'on appelait une demande d'entrevue. Tu sais, c'était Ouais. comme un peu le truc bureau et tout. Ouais, Fait que c'est le fun de voir. Ouais. Et on est mort en même temps que tous les sites, appelons-les conventionnels, quand Tinder est arrivé. Ouais. Puis souvent, les gens disent « Ah oui, Tinder, hein, c'est parce qu'application. » Non, c'est parce que c'était gratis. C'est Ouais, tout. ouais. Arrêtez là en disant « Ben oui, une app droite-gauche, tout le monde peut faire ça. Ouais. Mais eux autres, c'était à l'époque, qui est déjà fini d'ailleurs. Ça serait un tout autre sujet.
mais l'époque où, si tu avais des inscriptions, tu avais du financement à l'infini. Oui. Ça fait pas si longtemps là, qu'on entend parler des coupures. C'est exactement à cause de ça. Les maisons d'investissement font comme, hey, ça nous garde. Alors, tu vois, ça, c'est la petite histoire que tu as vécue comme client. Oui, exactement. C'est très hot. Maintenant, parlons de ton parcours. Oui. Donc, moi, je veux savoir, parce que nous autres, on se connaît depuis des années à se croiser, mais c'est ironiquement la première fois qu'on va vraiment jaser. Oui, c'est vrai. Donc, je connais pas grand-chose de t'arrives d'où, etc. Donc, je veux avoir une idée de ton parcours qui nous amène à ce que tu étais phase 1, on va appeler, c'est-à-dire une fille qui est derrière la caméra, qui travaille à l'administration, etc. Et après, je suis curieux de savoir, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour que là, wow, tu rentres podcast. Et on va parler après ça de et des podcasts de toi et de Thomas Lévesque, ton copain. Vous en avez 3, si je ne me trompe pas. Oui, lui, il en a 3, en fait. Puis oui, je l'aide là-dedans. Bon, voilà. OK. Alors, partons du jour 1, là. Yes! Ben, je suis née en juillet 1987 à Laval. J'ai adoré grandir à Laval. Je suis une banlieusarde à 100%. Donc, j'ai eu ma Honda Civic à l'âge de 17 ans. Je l'ai pris 4 portes pour être sûr que toutes mes amies rentrent dedans facilement. Puis... On dit que tu étais déjà une rassembleuse. J'étais... Tout de suite, il y a un indice. Ben oui, j'ai toujours... en fait, je suis une fille pleine de contradictions. Moi, rentrer dans un groupe, rentrer dans une gang, là, ça me stresse tellement. Vraiment? À l'école, t'étais pareil? À l'école, j'ai pleuré à toutes mes rentrées scolaires, incluant à la maîtrise. Wow. Toutes mes rentrées scolaires de ma vie. À la maîtrise, que tu as un MBA, toi. Gênant. Ben là, je l'ai arrêté à cause que je fais des podcasts à temps plein. Oui, mais c'était ça? Mais oui, j'étais rendue... Je faisais pas l'MBA, je faisais une maîtrise en intelligence d'affaires ou HEC. OK. Fait que là, j'ai été diplômée du microprogramme seulement. Puis j'ai choqué ma maîtrise parce que là, j'étais en tournée avec un podcast, mais peut-être que... après. Ben oui. On sait pas. Mais, fait que ouais, non, c'est ça. L'angoisse complètement de me joindre à un groupe, puis de devoir me définir dans ce groupe-là. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je cache? On dirait que je pensais trop, là. Mais t'as pas zéro l'air d'une fille qui aurait un traditionnel manque de confiance? Je sais, c'est souvent ça que, qu'on me dit, parce qu'après, quand je suis bien, ben là, je suis très bien. Puis là, je suis complètement moi-même, puis que je sens... Un genre de trac social. Ouais, mais tu sais, je sens qu'à partir du moment où, là, je sais c'est qui mes alliés, je sais que ces gens-là m'aiment pour qui je suis, ben je sens que je peux être qui je suis. Puis que ces gens-là, ces alliés-là, ces amis-là, me donnent la force d'être qui je suis. Fait que s'il y en a d'autres avec qui ça fonctionne moins bien, ben c'est pas grave, tu sais. Mais oui, un réel trac de, tu sais, mettons, un camp de jour, là. Pour moi, c'est la mort. OK, quand t'arrivais, là... mon Dieu, je peux pas faire ça. L'équivalent, mettons, d'une présentation orale, ceux qui aiment pas ça, faire ça à l'école. Ouais, absolument. Okay. Puis tu sais, j'ai travaillé très fort là-dessus, justement, pour casser ça, parce que, justement, bon, j'ai un talent, je crois, un peu pour l'animation, une passion pour l'art dramatique, tout ça. Fait que, tu sais, j'évoluais dans des sphères où, que, justement, socialement, il y a du monde, puis c'est tous des extravertis, puis ça parle fort, puis... Fait que j'ai une amie aussi, Monique, qui m'a invité à travailler dans un camp de vacances, puis j'étais comme, OK, je vais y aller, ça va me... Fait que t'étais très consciente de ça. T'sais. J'étais consciente de ça, j'étais consciente qu'il fallait que je travaille ça. C'est ça. Mais en dedans, je mourais. Mon Dieu. Mourir. Mourir, un gouffre. Mais avec le temps, j'ai travaillé là-dessus, ça reste en moi, là. Mais c'est ça, tu sais, là, on dirait que, comme je dis, j'ai trouvé mes personnes clés, j'essaie de trouver, c'est ça, du réconfort en des gens qui me valorisent puis qui me valident, puis là, ben ça me donne la force. Fait que ça t'a empêché de rien, est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que t'es allé à l'école très longtemps? Ça m'a empêché de rien, mais ça le fait en sorte des fois que je prenne beaucoup de temps avant de faire quelque chose. OK. Comme par exemple... C'est-tu le syndrome « je suis jamais prête », là? C'est pas le syndrome « je suis jamais prête », c'est qu'il est déjà trop tard. Exemple, j'ai commencé à faire du théâtre, j'adorais faire le théâtre, et j'avais une amie qui, elle, était comédienne depuis genre l'âge de 8 ans. Puis là, elle me disait « mais tu pourrais être comédienne toi aussi? » Puis j'étais comme « il est trop tard. » Moi, j'ai 18, toi, t'as commencé à 8 ans, il est bien trop tard. Moi, j'ai pas de parents là-dedans, j'ai pas de famille qui travaille là-dedans, j'ai pas de porte d'entrée. Non, mais c'est intéressant, au lieu, parce que moi, je connais beaucoup le « je suis pas prête ». Ouais. Mais le « il est trop tard », c'est intéressant. Moi, une de mes amies, elle s'est fait dire par sa mère, quand elle avait 12 ans, tu peux pas commencer la gymnastique, il a fallu que tu commences à 8. Tu sais. Non, mais pour gagner une médaille, OK. Mais pour le reste, on en revient. Pour un loisir, le samedi, là. Ouais, exact. Non, c'est ça, j'ai toujours senti qu'il était trop tard ou que... Tu sais, que j'ai aussi une grande passion pour l'informatique. Tu sais, j'ai commencé à jouer avec les ordis très, très tôt dans ma vie, puis... C'est quoi très, très tôt?
12 ans. Ah ouais. Là, mais tu sais, Une dans bonne les, craque, dans là. les années. Oui, c'est ça. C'est Une que mon gamer ou une crack? gamer et crack. Les deux? Ouais. Wow. Ouais, j'ai appris à coder en HTML juste en downloadant des pages puis en lisant le code. Puis après ça, en répliquant les parties Pour du vrai? code que je voulais. Tu Ouais. comprenais en le voyant. Ben, il a fallu que je partais Non, de non, non, loin, mais mais t'as tu sais, une tête à tranquillement, ça, pas là. vite, là, essai-erreur. OK, je vais prendre ce code-là, je vais le mettre là, je vais Ouais. l'uploader, je vais checker ce que ça donne. Oups, tout est décalé, il me manque un bout, je recommence. Puis, ouais, fait que j'ai appris ça comme ça. Fait que, puis en même temps, donc, après ça, j'ai considéré aller en informatique, mais je me disais, mais je suis pas aussi whiz que les super whiz qui font juste ça dans leur Ouais. sous-sol. Fait que je pars avec -10. Selon moi, tu sais, comme que ça a pas rapport, forcément. ouais. Il est trop tard. Il est trop tard. Eux, ils sont ben trop d'avance sur moi. Mais moi, je pense pas que je suis d'avance aussi sur d'autres avec Ouais, mes... exact. Tu sais. Fait que ça a été quelque chose qui a beaucoup fallu encore là, que je me rééduque puis que je me dise que je peux. Tu l'as fait tout seul? Ça a pris du temps. Je pense qu'il y a beaucoup encore là de mes amis, de mes collègues que eux, ils croyaient en moi. Fait qu'ils comprenaient pas pourquoi pas moi. Tu sais, ils voyaient certains talents Ben ou oui. certaines opportunités que je pouvais Ouais. saisir. Puis c'était comme, mais fais-le, tu sais. Voyons donc, pourquoi tu penses de même, tu sais. Fait que ça m'a donc fait réfléchir puis revu ma C'est façon drôle, de hein? Je vais te dire penser. quelque chose que j'avais pas pensé avant. Mais la dernière fois qu'on s'est vu que tu avais le chapeau Concertium, Ouais. on y arrive, vous allez comprendre. Ouais. C'était à la salle Albert Rousseau. C'était un show de Mike, puis tu sais, j'y allais souvent. Mhm. Puis la réflexion que j'ai eue, je m'en souviens là, c'est que... Puis crime, on se parlait pas beaucoup, là. Ben non. Mais je suis un Bonjour, ancien gérant puis, d'artiste. oui. Sérieux, s'il y a un talent que j'ai, pour vrai, c'est que je Ouais. reconnais celui des autres. T'as de la vision. Puis je me suis dit, elle joue pas dans sa ligue. Je te jure. Tu pensais que je downplayais Oui. mon affaire. OK, ouais. C'est capoté, hein? Ouais. Honnêtement, j'aurais jamais pensé te le dire, mais tu me rappelles cette exacte scène-là où j'ai fait... Elle est pas de... C'est comme... Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, pas tant! Mais comme elle pourrait être ailleurs ou elle Oui. pourrait être en train de faire autre chose. Puis Ouais. j'avais pas d'idée, parce que Ouais, ça ouais. serait tellement plein de merde de dire oui, moi, Ouais, je l'ai devrais faire des vu. podcasts. Je me souviens, il y avait Non. une lumière sur toi Oui, à la oui, salle oui, Albert Rousseau. c'est ça. Mais bref, je fais juste te dire ça, que Ouais. ironiquement, ça Ouais. correspond exactement un peu à... Est-ce que je te décris? Tu sais, hein? ouais, Ouais. c'est spécial. Fait que là, c'était quoi ta première job? Ma première job, ma vraie première job, Oui. j'ai été marqueuse. Avant de la drogue, là. Je parle Ah ouais, ta première job. j'ai été marqueuse au baseball. T'as burn. C'est Yes. quoi, informatique, baseball, marqueuse? Baseball. Tu sais où t'es une fille? T'es une fille où, là? Non, mais tu sais, genre, fille, tu les zéros. Ah, ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que quand j'étais enfant, je tripais sur les sorcières. Moi, je voulais pas être une princesse, je voulais être une sorcière. Ok. Puis, je tripais là-dessus. Là, tu sais, bon, je faisais des potions magiques dans mon bain avec les bulles de bain à ma mère, là, tu sais, dans un jardin. Mais, ouais, ben, tu sais, c'est ça. Dès que j'ai été capable de m'habiller tout seul, je voulais plus porter de collants. Tu parles? Ouais, Ok. ouais. Tu sais, j'ai quand même... Je pense que j'ai un côté quand même féminin, mais pas extrêmement féminin, en effet. Là. J'ai un côté... j'aime pas l'expression tomboy, mais c'est ça. C'est quand même ça un peu. Ceci dit, c'est ça, j'étais dans le baseball. Pourquoi? Parce que toute ma famille était dans le baseball. Genre, mon cousin jouait, mon frère jouait, mon père était coach, notre voisin jouait à Laval. Donc, pour m'inclure là-dedans, c'est mon frère aîné de 5 ans. Fait que mon père, pour m'inclure dans l'activité de la fin de semaine qui était le baseball, puis que je me sente pas trop rejet, j'ai été bad girl, c'est-à-dire la fille qui courait après les bâtons quand les gars ils ont fini de cogner la balle. Puis après, pendant un été de temps, j'ai été marqueuse. J'étais marqueuse pour les genre pioui, pas pioui, mais genre moustiques, là, les petits. Fait que là, c'était pas la chose la plus c'était pas le gros défi. Puis c'était pas... tu sais, moi, j'aimais ça quand j'étais avec ma gang à moi au baseball, tu sais. Fait que quand j'arrivais à une game de moustiques que je connais pas, j'étais comme, ouais, la vibe, c'est pas ça, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment ma première job, mais ma vraie première job, ça a été dans un Jean Coutu, où j'ai été technicienne de laboratoire. Tiens donc. Comme ça? Ouais. Étudiant? Je savais même pas qu'on pouvait. C'est parce que je connaissais le propriétaire, c'était le père d'une de mes bonnes amies. Puis lui, il savait que j'avais un parcours très scientifique à l'époque. Donc, j'étais en maths 536, chimie. OK, t'es à la base des maths. Hein. Ben, je dirais pas ça, là, parce que j'ai pas une réelle passion pour ça. J'aime beaucoup la physique. Ça, c'était vraiment... physique, chimie, j'aimais beaucoup ça. Mais les maths comme tel, là, quand je suis tombée dans le calcul intégral puis différentiel au cégep, j'ai fait comme « Oh! » Parce que jusque-là, ma logique me sauvait, si tu veux. J'ai jamais été une passionnée. J'ai toujours été une bonne à l'école, mais jamais trippée sur faire des devoirs. Je les faisais tout le temps de dernière minute, nanana.
Fait que ça, tu peux t'en sauver quand tu as un bon sens logique. Ouais. Mais quand vient le temps de faire du calcul différentiel, Je comprends. faut que tu effaces là, les 36 numéros. Je sais très bien là. de quoi tu parles parce que moi, je suis une grande bolle en maths. La preuve, c'est que au cégep, j'ai fait un cours de maths statistique, donc le plus insignifiant de tous, abandonné une fois, échoué l'autre. Ah oui. Alors, non, toute c'est la ça. famille chez nous, les maths, c'est nous autres. Mais ouais, ben tu vois, puis le calcul mental, je suis nulle. On dirait que j'ai OK. jamais... Je sais que je peux le faire. Je sais qu'avec un peu de pratique, ça s'apprend. Mais ça me tente pas. Ah, Tu comprends? complètement. Ça me tente pas. Je Ouais, m'en ouais. Non, non, c'est ça. Tu vas te débrouiller Fait que, autrement. Là. c'est Tu vas arriver ça. à la même place. C'est ça, Je exactement. te suis. Fait que j'avais un parcours très axé sur la science, puis c'est ça, j'ai quand même aussi beaucoup d'intérêt pour ça. Mais c'est que j'allais à l'école internationale à Laval, puis il nous avait dit, un moment donné, le directeur nous avait rencontrés, puis il avait dit « C'est votre devoir de citoyen en tant que, genre, être suprême, là, Oui. quasiment, que vous êtes ici, Ouais. si vous avez les capacités d'aller en sciences nature ou dans des programmes exigeants, vous devez de le faire. » Fait que là, j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis obligée d'aller en sciences parce que j'ai les notes. » Lui, sociologie, c'était pas un fan. là. Non, exactement. Puis c'est qu'en fait, en fin de parcours, on pouvait choisir comme entre communication puis maths 526 ou chimie puis maths 536. Puis là, tout le monde avait dit on va aller en 526 faire des coms, puis Ouais. comme ça va être plus Tranquille. relax, tu sais. Non, ceux qui... Parce que là, ils voulaient... C'était complètement déséquilibré, ces deux groupes fonctionnaient plus. Fait que c'était comme si tu peux aller en chimie, tu te dois de faire ça. OK. Fait que là, bon, ben moi, j'écoute les règlements. Fait que là, j'étais allée en chimie. Puis c'est ça. Puis le père de mon ami, lui, il avait 3 enfants, mais il n'y avait aucun qui avait de l'intérêt nécessairement pour les sciences de la santé. Fait que lui, il voyait en moi une relève Ben potentielle, même. Il était comme, je vais te prendre sous mon aile, puis Ah. viens, tu sais, travailler avec moi. Puis ça a été vraiment... Et t'as pu faire une tes potions de super- sorcière. Oui, exactement. C'est Puis, pour vrai, faire les crèmes, c'est quand même Comme je nice. te vois en arrière avec des éprouvettes là, en cachette. Mais là, tu sais, on faisait vraiment des affaires, des fois avec le mortier, là, tu sais, des crèmes ouais. dermatologiques sous prescription et tout. Je tripais bien raide. Fait que j'ai quand même beaucoup aimé cette job-là. Mais je la trouvais quand même exigeante parce que j'étais quand même jeune. Comme j'ai dit, tu sais, j'ai commencé ça, je pense que j'ai été au caisse comme quelques mois à l'âge de 16 ans, puis là, à 17 ans, j'étais au labo. Là. Taper. Mais au labo, tu traites pas juste des clients, tu traites des patients qui sont dans des situations parfois oui. difficiles. Tu Ouais. sais, tu vas à la pharmacie, parfois à la sortie de l'hôpital, où tu as des traitements que tu dois prendre à vie. Pour Oui, mais en même X temps, raisons. t'es pas en contact avec la clientèle. quand t'es Ben technicien oui, dans- parce que tu reçois, tu sais, quand tu donnes ta prescription au comptoir, Ouais. c'est une technicienne en OK, laboratoire. OK. Fait que derrière le comptoir de la pharmacie, il y a le pharmacien, puis il y a peut-être, mettons, 4-5 techniciens qui se relaient à différents postes. Fait que t'as l'accueil, t'as la personne qui va t'adonner ta prescription après Ouais. à la caisse, puis t'as la personne qui fait la prescription, le pharmacien la vérifie, tout ça. Mais ces gens-là switchent de poste dans la journée, là. Fait que c'est ça. Fait que t'es en interaction avec, donc, les patients. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même difficile parfois parce que j'étais pas tout le temps équipée, là, pour faire face à des gens... À 17 ans, là. Oui, c'est ça. Mais là, ça veut dire, c'est quoi, mettons, un patient, là... Exigeant. Ouais, non, amoché, je parle. Amoché, ben, Parce que amoché, c'est- parce que l'affaire, c'est... Tu vas à l'urgence, normalement, tu vas pas à la Ouais, pharmacie. mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a une médication qu'il doit prendre pour le restant de ses jours, Oui. des fois, il aime qu'elle soit faite d'une certaine façon. Ah. Puis là, tu lui as mis dans un pot différent. Puis là, je comprends, à chaque fois que je compte cette anecdote-là, le monde sont comme, mais qui en reviennent que tu lui as mis dans un pot différent. Mais je comprends, tu sais, mettons que t'es bien stressé puis que t'as une médication qui est très importante à prendre pour ta survie puis que la technicienne, tu trouves qu'elle a mal fait le cossin. Tu disais, il y a autre chose qui est mal fait? C'est fâchant. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il peut y avoir des situations comme ça. Ou sinon, tu sais, des fois, les gens arrivent au comptoir d'accueil puis ils savent pas qu'ils parlent pas au pharmacien ou à la pharmacienne. Puis là, ils se mettent à te décrire toute leur histoire, te montrer leur plaie. Puis tout, puis là, t'es comme, oui, juste, non, un instant, je vous envoie le pharmacien. Aïe, aïe. OK. Fait que des fois, ça crée aussi des situations OK. que là, la pauvre personne, ça y a pris tout son courage de dire j'ai une plaie J'y monte, là. dans le... Oui! Oh, pas elle! C'est pas la bonne C'est- personne. Fait que, tu sais, toutes des petites situations comme ça, mais tu sais, c'est ça que fait que j'ai beaucoup appris. Ceci dit, j'ai adoré. Mais sauf que ça t'a pas interpellé particulièrement, c'est ça, Ça je m'a comprends. pas interpellée. Ce qui me rendait... Un moment donné, je me souviens, ça me rendait folle, c'est que dans les Jean Coutu, il y a la radio Jean Coutu. Puis c'est tout le temps le cycle des mêmes chansons qui jouent à chaque jour. Pas vrai? Puis elle change genre aux 5 mois, genre. Puis là, un moment donné, j'étais comme, oh my God, si je passe ma vie ici, Ah, ouais. dans... Hey, c'est un message à leur envoyer. Oui, je change. Pour vrai? Switcher les tunes des fois, là, Aïe, sinon aïe. c'est rough. Mais c'était quoi, un cycle d'une heure, tu penses?
Pour que tu non, le je pense remarques que c'est à à ce la point-là. journée, tu sais, me semble que, en tout cas, mais je me souviens que, tu sais, des fois, j'étais comme, ah, c'est cette tune-là, c'est l'heure de la pause, puis là, j'étais comme, tu peux pas me dire que les 30 prochaines années, c'est ça. Maman m'a déjà dit que j'avais dit à ma grand-mère, on est quel jour? Grand-mère elle avait dit dimanche, puis j'avais répondu, oh non, pas du pâté à la viande. Parce que ma mère, elle achetait, elle prenait un break, genre, un pâté à la viande le dimanche. Ouais, fait que toi, t'associais une toune à, non, Céline Dion avec Titanic. Puis j'étais comme, je trouvais ça fou, parce que, tu sais, c'est tellement un petit espace, un laboratoire de pharmacie ou autre, là, mais c'était vraiment un petit espace, je me disais, oh, la vie va rouler, là. Tu sais, dehors, c'est la vie, là. Puis il y a plein de choses qui se passent, puis moi, je vais rester toute ma vie. C'est la toune de la marmotte. Dans ça, oui, c'est ça, exactement. Toute ma vie dans ce petit espace avec les mêmes tunes qui jouent, je vais mourir. Hey, c'est hot, t'as pensé à ça, pareil. Fait que j'étais comme, faut que j'aille vivre des affaires. Faut que j'aille vivre des affaires, je m'en vais. Puis justement, quand je suis partie, je me suis inscrite dans la troupe de théâtre de mon cégep, j'ai changé de programme et tout ça. Puis je me souviens, comme mes collègues, à chaque fois que j'y retournais après pour aller chercher mes prescriptions, ils me disaient des fois, comme un peu pince sans rire, mais genre, « Puis comment ça va le théâtre, Stéphanie? » Tu sais, parce que, comment tu vas vivre de ça, là, du théâtre? Ouais. Mais bon, je pense que c'était pour me taquiner un petit peu, là. Mais, fait que c'est ça, fait que j'ai complètement switché de chemin, puis je me suis mis à m'intéresser, donc je me suis inscrite en sciences humaines et études sociales à mon cégep. Parce que quel cégep? UNSIC. OK. Je me suis dit, j'ai beaucoup à apprendre, comme l'art m'intéressait, mais je me disais, avant de moi-même prendre la parole, je veux en savoir plus sur les autres humains. Je veux apprendre sur les humains, je veux savoir comment ils fonctionnent. Ça fait des années que je t'en enrichis dans un petit cocon avec les mêmes personnes. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, les gens sont comment. J'ai besoin de voir d'autres mondes. Avec qui t'avais ces réflexions-là? Moi-même tout seul. T'avais pas de répondants familiaux là-dedans? Ou... Non, parce que, étant donné que je suis une personne qui suit les règlements, puis quand tu me dis de faire quelque chose, je le fais, je voulais pas que quelqu'un d'autre teinte cet épanouissement-là. Tu savais que t'étais... fragile à la directive de quelqu'un, par exemple. Parce que si, par exemple, je t'aimais ma façon de penser, puis que tu me dis, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée, tu devrais pas faire ça. Profondément te troubler. Je vais faire, mais je le ferai pas. Ah ouais, OK. Il a bien raison. Si je le ferai pas, j'ai fait une erreur, me retourner à la pharmacie demain, genre. Fait que c'était vraiment, OK, là, j'ai suivi. Ça fait des années que je suis ce qu'on me dit de faire, puis ce qu'il faut que je fasse, puis la bonne affaire. Là, je vais m'écouter moi. Puis je le dirai pas à personne, comme ça, personne va me faire changer d'idée. Fait que je suis allée tout faire ça sans le dire à personne. OK. Puis donc, j'ai commencé à toucher aux arts de la scène et tout ça. Puis là, j'ai découvert un monde et aussi des personnes qui me ressemblaient. Tu sais, j'étais comme, enfin, du monde qui parle mon langage, qui ont mes référents, qui ont mes codes, avec qui, quand je fais des jokes, ils catch. Puis... Fait que t'étais jamais vraiment dans le bon groupe. Je pense pas. Fait que c'est peut-être ça qui a été le déclencheur de ta peur d'un nouveau groupe. C'est qu'anyway, tu savais que t'allais pas fitter, point barre. Ouais. C'était difficile pour moi. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis quand même fait des bons amis à travers mon chemin de vie, même au secondaire. Mais j'étais pas dans la grosse gang, là. Puis j'étais pas dans l'album définissant, c'est pas moi qui est nommée la plus drôle ou Madame Personnalité du tout, là. Ben en dessous, là. 2, 3, 4 amis, là, que je suis restée en contact. Puis que justement, on se tenait de main parce qu'on était comme « Ah! C'est bien weird, ici! » Il y a les autres! Fait que ça m'a vraiment fait du bien, donc d'enfin trouver ce que je chantais un peu plus ma place. Puis ça m'a fait découvrir, c'est ça, les arts de la scène, mais pas juste être sur scène, mais tout ce qu'il y avait autour. T'sais, donc, moi, étant donné que je viens pas d'une famille artistique, je veux dire, on a un sens artistique dans ma famille, mais c'est pas du tout les métiers qu'on touche. J'ai découvert qu'il y avait d'autres métiers que ce qu'on voyait sur scène. On le dit souvent, là, ou sinon dans les films, là, tu vois le gérant véreux ou des affaires de même. Mais j'étais comme, un metteur en scène, un scénographe, une maquilleuse, une coiffeuse, un auteur, le gars qui fait la musique, les techniciens. Tu venais de découvrir, comme quand le jour qu'on a découvert Internet. Là. Oui. Oh mon Dieu, il y a plein d'affaires. La lumière, c'est dans ma... La roche s'est tassée, la lumière est rentrée, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est vraiment un milieu que j'aime. J'aimais beaucoup faire de la scène, j'animais et tout ça, mais j'avais un drôle de rapport avec ça. Tu sais, comme quand je t'ai dit plus tôt, puis j'ai encore ça à ce jour, là, je suis qui, moi, pour prendre la parole, puis à quel point c'est intéressant quand je parle. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me pose la question, quand est-ce que tu vas faire du stand-up, je suis comme... Vous voulez vraiment m'entendre parler pendant 1h30 de temps, comme même moi, je veux pas m'entendre parler. Alors pourquoi tu n'as pas eu la moindre hésitation à venir ici, sachant que tu allais parler comme une pie non-stop? Ben, ce que j'aime du podcast, c'est l'échange. C'est vraiment
c'est un médium qui me convient parfaitement à cause de l'échange, puis qu'on peut bouncer, toi puis moi, c'est une espèce de joute à deux, puis je peux puncher sur ce que tu dis, tu peux puncher sur ce que je dis. Tu sais, dans ce que je dis, je t'envoie du matériel pour la prochaine question, Absolument. pour un gag, pour une anecdote, ton anecdote de mon classeur, par exemple, tu sais. Fait que ça me parle parce qu'à la fin du podcast, on va en avoir autant appris sur moi que sur toi, un peu plus en tout cas. Je comprends. Donc, en un mot, Ça, toi, ça, ce j'aime qui ça. te dérange, c'est pas d'être devant. Ce qui te dérange, c'est d'être tout seul devant. Ben, je pense que oui. OK. Je pense que oui. Fait que, tu sais, je faisais beaucoup des affaires avec... je faisais des animations avec un de mes amis. Je faisais partie de la troupe de théâtre et tout ça. Mais il y avait vraiment l'esprit de gang que j'aimais beaucoup. Puis quand après ça est venu le temps de faire un choix, justement, plein de mes amis faisaient des auditions pour les écoles de théâtre et tout. Puis j'étais comme, non, je pense pas que c'est mon truc. Puis il y avait une autre chose qui me dérangeait puis qui mène à ce que je fais aujourd'hui. C'est que je trouvais que, par exemple, si j'allais vers un parcours de comédienne, je me disais, il faut que je fasse beaucoup de projets que je vais pas aimer pour le projet que j'aime. OK. Tu sais, j'étais comme, les téléromans québécois, j'ai jamais trippé là-dessus. Les pubs, je trippe pas, nanana. Mettons, tu sais, ce qui me fait tripper, ça serait le projet de théâtre obscur que je vais faire l'été, probablement dans une grange à quelque part, avec 2-3 tripeux. Oui. Puis c'est ça qui va me faire tripper. Puis le reste du temps, il va falloir que je fasse des projets que j'aime pas. Puis je trouve aussi que au Québec, ben, comme aux États-Unis et à bien des endroits, l'art et le végétariat sont liés. J'ai comme, je veux pas devenir populaire pour des choses qu'en plus j'aime pas, puis d'être obligé de gérer une popularité qui m'intéresse pas. Tu me suis? Non seulement je te suis, mais je vais rajouter que tu parles de l'art, whatever, mais il y a rien qui est médiatisé qui est en dehors de la dynamique que tu parles. Exact. Puis, je veux dire, si tu as la chance de faire des podcasts parce qu'ils sont connus, puis s'ils sont connus, c'est parce que tu es connu. ouais, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime avec les podcasts, c'est que justement, je trouve que, par exemple, avec Couple ouvert, je suis dans un sweet spot que j'adore. Je suis capable de vivre du podcast, qui est exceptionnel au Québec. Puis, on parle pas de moi dans le 7 jours ou sur North City, Québec. Puis ça, c'est mon plus grand souhait. Pourquoi? J'aime pas ça. Je trouve qu'ils vont tout le temps chercher du contenu qui m'intéresse pas. Je trouve qu'aussi que il y a tout le temps un petit côté vicieux, il y a tout le temps un petit côté... C'est pas des choses que je veux offrir aux gens. Le fait que j'aille changer de coupe de cheveux, la décoration de ma maison. Encore là, je trouve que dans le podcast, quand je parle de quelque chose, il y a tout le temps, puis dans le contexte du podcast humoristique encore plus, c'est une prémisse à un punch. Ça va me faire plaisir de raconter une anecdote de vie avec Thomas ou une histoire de cul quand j'avais 20 ans pour faire rire puis pour un punch, pas juste pour dévoiler mon intimité aux gens. Puis après ça, tu me suis? Oui. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout puis qui m'intéresse encore pas vraiment. OK. Donc, je me suis dit, OK, je vais travailler dans les arts de la scène. C'est ça qui me fait vibrer. Ça a changé ma vie. Moi, quand je m'assois dans une salle de spectacle, ça me transforme. J'ai vu des œuvres qui m'ont transformée, puis je veux faire vivre ça aux gens, mais sans que ce soit moi sur scène. Fait que je vais travailler en arrière. Donc, OK, là, on arrive vraiment au bout de tout ce que... Ouais, donc, en un mot, tu découvres un univers. Ouais. Puis rapidement, tu découvres que c'est pas tant être devant, plus être derrière. Exactement. Je me suis dit, je veux contribuer à ça, mais de d'autres façons. Puis, j'ai des skills en informatique. Je me débrouille en com, en admin, en maths, je peux faire de la comptabilité. Absolument. Puis rapidement, tu te rends compte que dans ce domaine-là, ils en ont besoin de bras, là. Ils ont besoin de monde pour travailler puis de mettre la main à la pâte dans ces dossiers-là. Fait que j'étais comme, parfait, je vais faire ça. Donc, je me suis inscrite en communication à l'UQAM, le programme de stratégie de production culturelle et médiatique. J'ai comme, c'est exactement ça. Ouais. Puis, en parallèle, j'ai envoyé mon CV dans toutes les salles de spectacle du Grand Montréal. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler au Monument National et à la salle André-Mathieu. OK. C'est là que je t'ai connu, à André-Mathieu. Je sais très bien. Oui, fait que je travaillais Les là. monuments, tu vois, je sais pas que tu as travaillé. Monument, c'est qu'à un moment donné, j'ai lâché. Là-bas, j'étais placière aux 2 places au départ, puis je faisais aussi le bar au Monument. Puis, des fois, je finissais très, très tard. Et après, il fallait que je me rende chez moi. À ce moment-là, mon appartement était Papineau-Beaubien-ish. Fait que c'était un petit bout. Ouais. Puis des fois, il n'y avait plus de transport en commun. Puis je partais toute seule. Puis des fois, puis là, je veux pas tomber dans le trigger warning puis tout ça, là, mais tu sais, je me suis fait suivre quelques fois, jusqu'à chez moi. Puis là, j'ai fait... C'est quoi le rapport? rendu... Je suis juste curieux. C'est quoi le rapport dans le trigger warning? C'est que, c'est que des fois, les gens, je veux pas réveiller des traumatismes chez les gens en parlant de tout ça, là.
Mais de te faire suivre sa rue ou de faire peur à du monde, mais c'est ça qui m'est arrivé. C'est ton histoire. Là. Puis c'était rendu que je prenais du linge à mon chum pour me camoufler la nuit. Aïe, aïe. Fait que là, je me suis dit, je vais arrêter ça. Puis j'avais une voiture, puis là, je pouvais facilement me rendre à la Saint-André-Mathieu, me parker à Saint-André-Mathieu. Là, je sais que c'est la Lavalloise en moi qui parle, mais en même temps, c'était ça pareil. Ben oui. Mais au Monument, je pouvais pas y aller en auto, là. C'est impossible de se parker dans ce quartier-là, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait, il faut que j'arrête de travailler là. C'est pas sécuritaire pour moi. Je finis trop tard, puis j'habite trop loin. Fait que j'ai continué à travailler à la Saint-André-Mathieu. Puis là-bas, j'ai monté les échelons avec la fin de mes études aussi. Donc, après ça, billetterie. Après ça, je suis montée dans les bureaux. Ils ont quasiment fait un poste sur mesure pour moi pour aller chercher toutes mes skills d'informatique que j'avais. C'était quoi le poste? Ah, écoute, j'étais genre adjointe communication, web et promotion. Tout. Puis j'étais assise à la réception. Fait que je faisais la réception. Ça, c'est 40 heures, tout, là. Ouais, exact. Ouais. Exact. Fait que, avec Marcel. Avec Marcel. Tu sais quoi, Marcel? C'est une des personnes... C'est la personne qui m'a donné ma vraie première opportunité de carrière. Fait que Marcel, c'était le directeur général de cette salle de spectacle-là. Puis il m'a dit un de mes plus beaux compliments à vie. Ah. Il a parlé de moi en disant que j'étais une opportunité à ne pas laisser passer. Oh. Puis j'ai trouvé ça tellement oui. beau puis gentil. Puis ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que, tu sais, souvent on dit « Ah, les vieux monsieur à tête des entreprises sont donc conservateurs puis plates. » Puis, mais ce monsieur-là, il m'a vu puis il a dit « J'ai besoin d'elle dans mon équipe, puis je vais l'écouter, puis je vais la laisser... » même prendre des décisions importantes parce que je crois en ses capacités puis ce qu'elle fait. Fait que ça a été absolument exceptionnel pour moi. Puis je suis tombée au bon moment, c'est qu'à ce moment-là, tu te souviens peut-être aussi de cette époque où est-ce que la vente de billets commençait à s'en aller vers l'Internet. Donc, moi, j'ai dit, moi, j'ai des skills en informatique, là. Fait que là, il fallait revoir tout le système de billetterie. On a construit un système d'infolettes. Je peux faire du graphisme. Puis moi, je peux tout faire à l'interne. Je fais du graphisme, je peux monter des infolettes. Ouais. T'es graphiste? J'ai appris ça en faisant des sites web. Ah. Je te dis pas, là, qu'après ça, je peux photoshopper ta photo de famille parfaitement. Il faut dire qu'avec Canva, aujourd'hui, on est capable de on est capable de faire bien des affaires. Mais toi, t'es très familière avec l'ensemble des outils. Exactement. Okay. Fait que j'étais comme, tu sais, je peux pas refaire ta carte graphique au complet puis te faire une image d'entreprise. Mais après ça, je suis vraiment capable de te mettre en page une infolette puis qu'elle se tienne, tu sais, puis respecter le code de couleur puis mettre les affaires à bonne place. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le fun parce que tu peux aller à l'externe avec un graphiste pour quelque chose de grande envergure, mais gosser de quoi, tu sais. C'est comme une one-woman agence. De communication. Puis tu dois le mettre à profit actuellement, je peux pas croire. Je pense que c'est pour ça que je suis capable de faire. Et là, tu as switché Concertium. Oui, à quelle occasion? Donné, ça a été super simple. C'est que au-dessus de moi, il y avait une directrice marketing. Puis quand le poste a ouvert, il y a plein de mes amis qui étaient comme, faut que tu appliques sur le poste, mais ils me trouvaient encore trop junior, puis je peux comprendre. J'étais quand même assez jeune. Mais ils ont embauché au-dessus de moi une directrice marketing qui était aussi plutôt jeune, mais mettons une dizaine d'années plus vieille que moi. Mais j'étais comme, là, ça veut dire qu'elle va rester là pendant un bout. Ouais. Puis moi, avant de monter, elle va prendre un autre petit bout. Fait que je vais aller voir ailleurs si j'y suis, finalement. Puis, ça a été vraiment cool parce que quand j'ai annoncé mon départ, j'ai eu plein d'agences puis de producteurs qui étaient habitués de travailler avec moi, notamment en humour, parce que, étant donné que j'avais construit puis monté des outils de promotion qui fonctionnaient bien, les producteurs d'humour, ils m'avaient spoté, puis ils étaient comme, quand on fait des promotions à Laval, ça fonctionne, puis c'est le fun de travailler avec Steph, fait que ça a été super cool. J'ai eu plein d'opportunités, j'ai jasé avec plein de monde, puis je suis allée travailler avec Jean-François Renaud chez Concertium, notamment parce que c'était une petite boîte, puis ce que j'aimais, c'est que on pouvait construire de quoi ensemble. Tu sais, je sentais que je pouvais vraiment contribuer à mettre ça à mon image aussi. Monter le truc. Puis tu sais, il voulait diversifier son offre de service, ce qu'il a fait depuis. Puis j'étais comme, je suis all-in, ça me parle vraiment beaucoup. Ton poste, c'était quoi? T'étais carrément adjointe de tout, là? C'est ça, là. Tu sais, il y avait juste JF puis moi. C'est ça. T'as le président puis t'as l'adjointe de tout. C'est ça. Fait que, puis on faisait un peu de gérance, on fait de l'agence de spectacle principalement et tout ça. Là, on a tout ouvert une branche de production dans laquelle Mike s'inscrit notamment maintenant. Fait que, de production, là, je vais l'expliquer plus concrètement, mais c'est qu'on travaille avec des artistes... un modèle d'affaires qui était très nouveau. Hein? Oui, c'est ça, c'est qu'on travaille avec des artistes qui veulent financer leur production. Exact. Donc, c'est un peu différent du modèle traditionnel où un producteur va vraiment financer un projet. Et qui gruge une grosse partie des profits à venir. Oui, exactement. Fait qu'après ça, la structure rembourse la production avant l'artiste, par exemple. Donc...
Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait travailler plein de trucs comme ça. Donc, j'ai fait ça. Et puis, après ça, les podcasts, comment ça a débuté, c'est que j'ai rencontré Thomas Levac. Dans quelles circonstances? On s'est rencontrés au Gala des Oliviers. Je le trouvais très drôle. Je suis allée lui dire, puis il m'a rebuté du revers de la main en faisant comme oui, je sais que je suis quand drôle. même un puis, mauvais puis, départ. oui, complètement. Puis j'étais comme... Mais tu l'avais vu où? Je l'avais vu sur Facebook. Il postait tout le temps des jokes. OK. Je le trouvais hilarant. OK. Fait que je suis allée lui dire, puis Oui. là, c'était pas son vibe tout à fait. Fait que j'étais comme, bon, OK, j'aurais essayé. Puis, peu de temps après, il me chatte, tu sais, sur Facebook, puis je suis comme, hey, comment, si là, tu m'as fait sentir comme une loser Ouais. l'autre jour. Puis là, il s'en est rendu compte dessus parce que j'ai répondu, allô, mon ami des Oliviers, puis il a fait comme, oh fuck, c'est la fille que j'ai fait comme des crises quasiment. Là. OK. Fait que, mais là, on s'est mis à se jaser, tomber en amour, Vite, là. vite, Wow. habiter ensemble, vite. Hein. Puis, pandémie arrive. Lui, il part... il a parti son podcast avant la pandémie, le podcast de Thomas Levac, puis je l'ai beaucoup aidé là-dedans. À quel niveau? Ben, parce que, étant donné que ça fait des années que je fais du web, puis lui, il me dit, je veux faire du web. Tu sais, je sens que ça pourrait être mon avenue, parce que, pour les gens qui connaissent un peu Thomas, c'est pas quelqu'un qui s'inscrit bien dans des cadres rigides de production traditionnelle où t'as plein de boss qui te disent ce qui est drôle puis ce qui est pas drôle. Okay. Lui, ça, tu sais, je pense qu'il avait besoin d'une espèce de liberté de création puis que le web offre, finalement. Fait que j'étais comme, OK, let's go, je t'aide. Tu sais, je me souviens que sa chaîne YouTube, avant qu'on fasse le branding puis qu'on la retravaille, ça s'appelait genre quelque chose 18, là. OK. On partait de loin. Ouais. Tabarouette, là. Fait que part ça, puis tu sais, il est allé aussi chercher des conseils de d'autres amis, notamment, il est ami avec Bob le chef, qui faisait beaucoup de live stream pendant plusieurs années et tout, fait que on prend quelques conseils, nanana, part le podcast de Thomas Levac. Et puis, pandémie arrive. Enregistré où? C'était enregistré au départ dans un studio. Les premiers épisodes sont enregistrés dans le studio de notre ami Sidney Côté-Nadon, qui a finalement fait, les tunes d'ouverture de Couple ouvert, Deux Princes et le podcast de Thomas Levac. Je sais pas s'il y a encore ce studio-là, mais petit studio, là, c'était mini. Il y avait des petites cams d'un coin en haut. Tu sais, c'est pas c'est pas les plus beaux épisodes. Mais c'était correct. Alors, faut partir de quelque part, hein? Oui, exact. Fait que, on est parti de quelque part. Puis ça a été... c'est un projet qui fonctionne super bien. Tu sais, maintenant, il sort des épisodes une fois de temps en temps, ponctuellement, parce que les deux projets qui mènent de front, c'est Couple ouvert et Deux Princes. Mais, en tout cas, super projet. Donc, je trouve que le talent d'intervieweur de Tom a vraiment été mis de l'avant. Puis, tu sais, Thomas, il y a une vulnérabilité qui dévoile au grand jour. Puis, il y a une honnêteté aussi, complètement transparente et complètement là, qui va faire en sorte que chez les gens qui l'interviewent, les gens se confient. Les gens s'ouvrent, ils sentent qu'ils ne seront pas jugés, ils sentent qu'ils l'accueillent dans leurs différences et tout ça. Donc, je pense que ça a été vraiment la clé du succès du podcast à Thomas. Et puis, pandémie arrive, notre enfant naît, début de pandémie. Puis, qui a 3 ans, tu me dis? Elle a 3 ans maintenant, OK. oui. Elle est née en février 2020. OK. La pandémie a frappé Ouais. plein fouet un mois plus tard. Exact. Et puis là, un peu plus vers l'automne 2020, Thomas essaie de repenser un peu à son podcast en disant, tu sais, j'aime bien le podcast d'entrevue. Oui, je vais chercher comme vraiment même des bons moments humoristiques, même si parfois c'est des moments plus sérieux aussi dans ses entrevues et tout ça. Mais il dit, j'aime bien aussi les podcasts un peu plus de party, là, tu sais, où est-ce qu'on rit, là, où est-ce qu'on éclate Absolument. de rire entre amis et tout ça. Donc, j'aimerais faire ça. J'aimerais avoir une co-animatrice parce qu'il dit, j'aime aussi beaucoup la vibe avec les femmes sur mes podcasts. Quand j'ai reçu des invités féminines, ça amenait quelque chose de plus, puis je cherche ça. Fait qu'il dit, quelle femme très drôle tu connais? Puis j'ai répondu, je suis la personne la plus drôle que je connaisse. Fait qu'il a fait, c'est exactement ça que je veux. S'il te plaît, on essaye de quoi? S'il te plaît, on essaye de quoi? Mais ça a-tu commencé avec une vraie question? Cette question-là, s'il me l'a posée? Oui. Il me l'a réellement posée. J'ai réellement répondu ça. Dans le salon à la maison. Ça fait que t'étais pas un choix évident. Je pense qu'il me connaît bien, puis je pense qu'il voulait pas me l'imposer. Fait qu'il a juste comme... Il posait ses questions, tu sais, il m'envoyait des... Puis là, mané, j'ai pris la porte, puis il a fait « Parfait, on y va. OK. On y va. OK. Premier épisode avec Michel Grenier, notre grand ami et un être d'une générosité incroyable. On se disait, on va faire un épisode justement avec quelqu'un... Tu sais, moi, j'y parle un peu moins ces temps-ci selon les projets, là, mais
sais, fut une époque où on se parlait pratiquement à chaque jour des heures de temps. Tu sais, quand t'appelles Michel, ça dure 2 heures tout le temps. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on va voir Michel, tu sais, comme ça, je vais me sentir bien, puis je le connais, puis on va tenir de quoi. Puis c'est aussi dans cet épisode-là qu'on a écouté notre technicien nous raconter une date. Puis là, Michel, il a fait, il y a de quoi là-dedans, là, raconter des dates. Il n'y avait pas de titre? Couple ouvert aussi, ça a été choisi très, très tôt dans la même discussion. OK. Rapidement, on a fait, OK, on part un projet, on appelle ça comment? Puis j'étais comme, il y a de quoi avec un couple qui reçoit quelqu'un d'autre de genre, c'est un threesome, là. Puis Thomas, il a fait couple ouvert. Puis j'étais comme, oui, c'est bon parce qu'on l'est pas vraiment. C'est un bon titre. Puis couple ouvert, ça montre aussi l'ouverture, justement, de discuter, Ouais. puis à recevoir des gens différents de nous, où est-ce qu'on peut essayer justement de trouver des lieux communs pour rire, puis se découvrir, tu sais. C'est juste ça, couple ouvert. Fait que... Puis les dates, parce qu'on a écouté la date de Nico dans le Mais c'est premier épisode, inépuisable. fait, C'est inépuisable. Ça, c'est incroyable. C'est tellement le fun, là. Je peux pas croire. Ce qu'on reçoit, c'est fou. C'est fou. Mais... Est-ce que je peux me permettre une question? Ben oui. Vous êtes qui, vous? Votre nom, c'est? Olivier Foy, Millefoy. Millefoy, OK. De marque. C'était quoi la stratégie avec le podcast de Thomas ou Couple Ouvert pour se démarquer dans le marché des podcasts? Parce qu'il y en avait déjà quelques-uns qui roulaient depuis un petit bout de temps. Ouais. C'était quoi la stratégie pour aller chercher votre fanbase sur le web? C'est une bonne question. Je t'avoue que je sais même pas si on l'a réfléchi tant que ça ou si c'était prémédité tant que ça. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de fans qui se sont mis à suivre Thomas après son passage à Sous-Écoute avec Jean-Thomas, l'épisode avec Jean-Thomas et Mike, de toute évidence, l'épisode du bottin. Ça fait combien de temps? Ça fait un bout, là, je sais pas, 5 ans? Je sais pas. Ça a été un point de départ pour Thomas? Ben, pour Thomas, ça a été cette espèce de... le web, c'est une possibilité, là. Okay. Comme ça, il a ouvert la porte à des fans qui sont sur le web, puis que, je peux parler à des gens sur le web. J'ai plus besoin d'attendre l'approbation, d'envoyer mon projet à quelqu'un qui l'approuve, puis que là, dans 4 ans, peut-être qu'on va se mettre à tourner quelque chose, tu comprends? Fait que c'est comme, OK, là, on m'ouvre la porte à un fanbase qui consomme de l'humour sur le web, puis que là, qui viennent de me découvrir aussi avec la personnalité qu'il y a. Certaines personnes l'aiment pas, mais certaines personnes l'aiment. Ils m'aiment pour qui je suis, alors let's go, j'y vais. Fait que je pense que c'est plus ça, de sentir que Thomas, puis après ça, avec Couple Ouvert et donc moi, on a des personnalités artistiques qui fit avec du monde. Puis que finalement, le web nous a permis de rentrer en contact avec ce monde-là. Tu sais, moi, un des messages que j'aime le plus recevoir, c'est « Hey, tu me ressembles. » Puis enfin, je vois une fille qui me ressemble dans ce que je consomme. Tu reçois ça souvent? Médiatiquement. Ouais, quand même assez souvent. Des filles qui m'écrivent puis qui ils trouvent que je leur ressemble, que la dynamique entre Tom puis moi, ça ressemble à leur dynamique de couple, puis ça leur fait du bien. Ils sont comme, je sens, je me reconnais dans certains éléments chez toi, puis ça me fait du bien parce que ça fait longtemps que je consomme plein de produits culturels, par exemple, puis je me trouve pas, puis là, je me suis trouvée... puis ça me fait vraiment plaisir, honnêtement. Là, c'est vraiment flatteur. Fait que c'est ça. Fait qu'à quel point c'était une stratégie, je te mentirais de penser que c'est un plan qui est extrêmement bien pensé et extrêmement bien exécuté. J'aimerais que ce soit ça. Je pense que c'est plus vraiment que on est allé à la rencontre d'un certain public. Ce public était là. Puis voilà. Ouais. Je vais rajouter un élément par rapport à mon expérience naissante. Ça fait 8. En tout cas, au moment où on enregistre, j'ai ce que j'appelle une espèce de première saison du 8 qui a été fait. Ouais. Mais à la réponse à Millefoy, c'est YouTube qui décide. Là. Ouais, vraiment. C'est extraordinaire. Les gens ne le savent pas, là, mais moi, ça a été ma grande surprise. C'est-à-dire que tout à coup, tu fais la promotion de ton truc sur tes médias sociaux partout, puis là, mais c'est 90% des gens découvrent ton truc parce que YouTube a dit « Hey, ça c'est bon, on va le présenter d'en face des milliers de personnes parce qu'il y a du trafic en fou. » tu sais. Ouais. Fait qu'un peu, la question est excellente, mais la réponse, c'est que la fine stratégie, je sais pas ce qu'elle donne. T'envoies quelque chose dans l'univers, t'espères que le monde l'attrape, tu sais. Vraiment. Puis encore à ce jour... t'espères que YouTube m'en veut. Ah oui? Vraiment, c'est vraiment... Parce que moi, j'ai fait 34 épisodes d'un show de cuisine qui s'appelle Chef Boilard Cuit. Oui. Le monde m'appelle, il pleure au téléphone. Ouais. C'est un gars pas bon qui cuisine, puis il se dit « Je suis très hot », finalement. Puis c'est très vrai, je l'essaie, mais je suis pas bon. Ouais. Mais écoute, j'en ai un qui a fait 1000 views. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais comment? Ouais. Mais c'est que, fouille-moi, YouTube a fait, regarde, tu sais quoi, nous autres, on trouve ça ordinaire. C'est ça. Tu sais,
Je pense que la clé sur YouTube, sur le web en tout cas, tu sais, puis pour avoir travaillé aussi sur... j'avais travaillé avec la gang d'Avanti puis Pierre Hébert sur le goût du risque. Puis un des éléments qu'on avait rajouté dans la stratégie de ce plan de mise en marché-là, c'était, hey, quand on va dévoiler, quand on va starter la campagne de l'humoriste mystère, ce serait le fun que genre 2-3 de tes amis vedettes partagent ça pour que ça... Oui. Ça part après. Fait que notamment, Véronique Cloutier avait accepté de le partager. Puis ça a parti en fou après ça. Oui. Mais tu sais... C'est là, tu promos, là. Je sais pas, précise-la, parce que le goût du risque, il y a quelques années, probablement que vous allez vous en souvenir pendant que j'en jase, c'est un humoriste. On avait annoncé un humoriste mystère. Mais pourquoi tu pensais à Avanti? Tu travaillais pas là, toi? Non, mais Consortium, c'est l'agence de spectacle d'Avanti. Ah! Fait qu'on travaille ensemble. OK. Et puis, fait que Pierre est arrivé en meeting avec l'idée, je veux que ce soit un mystère, puis que finalement, le spectacle, c'est avoir le goût du risque, puis que tu prends le risque de me découvrir en venant voir mon show. Excellente idée, absolument géniale. Puis donc, dans les différentes façons de l'articuler, il y avait cet élément-là de prendre des influenceurs ou de s'acoquiner à des gens qui ont du reach, puis de faire partager donc ça le lundi que la campagne part, puis ça va débouler, tu sais. Et comme de fait, c'est ça. Je pense que c'est la même chose pour les épisodes de podcast où, tu sais, c'est pas pour rien qu'entre podcasteurs, on s'invite, on essaye de justement aller chercher, un autre marché de gens. Oui. Fait que moi, il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent, qui vont peut-être venir écouter cet épisode-là, puis que là, ils tombent sur ton podcast, ils vont apprécier ta technique d'entrevue, ta personnalité, puis ils vont vouloir en écouter plus. Fait qu'après ça, tu sais, tu le vois dans n'importe quelle histoire, de n'importe quel podcast, il y a des moments charnières avec des épisodes charnières. Quelle influence le podcast de Thomas a eu à lancer Couple ouvert? Quelle synergie ça a? Au départ, c'était vraiment ça. C'était une réponse à « je veux quelque chose de plus comique ». Puis Thomas aussi, il se disait ben moi, ultimement, je suis un humoriste qui veut vendre des billets. Là, t'écoutes mon podcast, puis des fois, c'est vraiment deep pendant 2 ans et demi de temps. Après ça, je suis comme « hey, venez rire avec moi! Je suis vraiment comique! » Oui, mais non, mais c'est très pertinent parce que... c'était comme, j'ai besoin d'un podcast humoristique où on peut plus facilement aller vers le gag, faire rire le monde, montrer le style d'humour des animateurs et de l'invité. On vend pas juste des tickets sur cette personne-là est drôle, c'est aussi sur j'ai le goût d'aller voir cette personne-là. Ben, tellement. Mais pas que. Ben, tellement. La question est très bonne c'est parce un facteur tellement important puis que je trouve qu'on oublie. Oui, mais si souvent, un podcast là, est tout le temps. Tu sais, comme moi, ça se veut pas particulièrement rigolo. Ici, on s'amuse ici, mais c'est assumé. Tu sais, c'est dans un autre registre. Ouais. Mais si après ça, je faisais, hey, oubliez pas, venez voir pendant 1 heure, je suis donc drôle. Ouais. Il y a un bout qui manquerait. Je suis entièrement d'accord avec ce postulat. Fait que c'est tout à fait venu de lui, ce constat-là. Fait que c'est ça. Donc, c'était pour d'avoir du contenu vraiment humoristique. Puis, je pense qu'on a réussi. C'est quoi le succès actuel de ces deux-là? Parce que Deux Princes, ça t'implique pas, ça fait que je préfère qu'on parle. Ouais, ben tu sais, Deux Princes, ça m'implique pas, mais tu sais, c'est moi qui ai trouvé le titre. Vraiment? C'est pas rien. Ouais, c'est mon brag presque une surnommiste. de Deux Princes. Oui, c'est ça, toi puis moi, on a les mêmes skills. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'inspirait d'appeler ça de même? Est-ce que tu as vu le film Elisabeth avec Cate Blanchett? Non, je suis au courant parce que je suis un gros crinqué. Mais je sais exactement, mais non, je l'ai pas vu. Parfait. Donc, c'est le film Elisabeth avec Cate Blanchett où elle joue la reine Elisabeth Ier. Et à un moment donné, il essaye de la matcher, parce qu'elle, c'est la reine vierge, la fameuse reine vierge qu'elle n'a jamais voulu avoir officiellement d'homme dans sa vie et tout ça. Mais pendant un bout dans sa vie, ils ont essayé de la matcher avec Prince et autres personnages royaux des environs. Donc, à un moment donné, je sais pas si c'est le roi de France ou en tout cas, peu importe, mais c'est Vincent Cassel qui joue un Français, je pense, le roi de France, peu importe, qui arrive en Angleterre, puis il essaye de les matcher les deux. Puis le clash, c'est qu'elle est très froide et rigoureuse et protocolaire, puis le Français, il est complètement déglingué, un peu queer et tout ça. Et un moment donné, elle cherche dans le château, parce que là, ils sont comme, ça serait le fun que vous vous rencontriez ou que vous fassiez un petit souper et tout. Et là, elle arrive dans ses quartiers, puis il est en train de faire une partouze. Puis puis tout le monde est tout nu, puis nanana. Puis pour moi, dans ma tête, cette scène-là, c'est Philippe Audrey et Thomas. OK, je comprends. Ça vient exactement de là. Ah, puis c'est bon. Il a donc lancé... il lançait un peu les premiers jets de Deux Princes, puis il cherchait un titre, puis je dis, c'est Deux Princes. Vous êtes Deux Princes. Puis vous êtes deux princes complètement différents. Exact. C'est aussi un peu entitled, tu sais, dans le sens que on parle de toutes sortes d'affaires, tout ça. Puis, fait que ça rit un peu de ça aussi. Fait que, donc, par rapport à Couple ouvert puis podcast de Thomas Lévesque,
c'est quoi, là, à peu près, le succès? Tu t'attires quelle clientèle exactement? Si tu fais un portrait... Le podcast de Thomas Levac était très incel. Incel? Je rigole, mais il y avait 97% des auditeurs qui étaient des hommes et 3% des femmes. Oui. Puis là, Tom était comme, c'est pas une vie, là, s'adresser juste aux gars dans la vie. Là, j'aime les hommes, je les apprécie, mais ça se peut pas. Là, je veux parler à plein de monde, là, ça n'a pas rapport. Fait qu'avec Couple Ouvert, je pense qu'on est allé aussi chercher un auditoire. En fait, concrètement, on va chercher un auditoire qui est plus féminin. C'est quoi? 60-40. Femmes 60, hommes 40. Vraiment? Ouais. Oui, exactement. Fait qu'il y a eu justement cette diversité-là d'auditoire qui est le fun aussi, puis qui est le fun en podcast aussi. Là, maintenant, il y a de plus en plus de podcasts avec des animatrices femmes, mais il n'y en a pas tant que ça, puis il n'y en avait pas tant que ça non plus quand on a lancé ça. Là, je parle vraiment du créneau humoristique, là. Donc ça, je trouvais ça le fun aussi, là, tu sais, une femme à l'animation avec une vie de femme, puis des enjeux de femme, puis qui parle ouvertement de sa sexualité de femme, puis de son évolution, puis de... Fait que c'est ça, puis ça prouve aussi que tu peux faire des jokes un peu plus avec des thématiques féminines, mais que les gars les catchent pareil, là. Tu sais, inversement, quand les gars font des jokes de boys, on est capable de les catcher pareil aussi, là. Fait que, tu sais, je pense que justement, ça montre que on est capable de rejoindre plein de monde, puis aussi, avec la diversité de nos invités, encore là, dans la diversité sexuelle, diversité de genre, c'est le fun là, d'avoir un couple aussi hétéronormatif, ben traditionnel, petite famille nucléaire, puis on reçoit plein de monde qui nous parle aussi plein de réalités différentes, fait qu'on va chercher aussi justement plein de gens. Quel rôle tu te donnes toi dans ça? Ça dépend. Devant et derrière. Des fois, le rôle en tant que co-animatrice peut varier selon les invités. OK. Donc, il y en a avec qui tu dois moins connecter. C'est la exactement. Puis que Tom connecte plus. Et à l'inverse est aussi vrai. Fait que cette espèce de danse se fait que dans certains épisodes, c'est moi qui punch, puis Tom qui est plus le leader de l'entrevue. Puis l'inverse est vrai dans d'autres épisodes. Puis cette dynamique-là s'installe. Des fois, on le sait un peu d'avance. Des fois, on se le colle d'avance. Ou des fois, elle s'installe juste... dans l'épisode, on le sent, puis on passe tellement de temps ensemble aussi, moi puis Tom, et on se connaît très bien. Fait qu'à un moment donné, tu sens la synergie aller, puis c'est comme, OK, où on s'envoie des passes à la palette, on le sait que, OK, je te fais une prémisse, tu fais un punch, tu donnes à l'invité du fuel pour le reste. Et... Fait que, ouais, c'est ça. T'as-tu les mêmes réticences dans ce projet-là que tu avais quand tu nous as parlé en début? T'as-tu encore des fois de dire, ça vaut-tu la peine que... Tu te monitores-tu beaucoup? Au début, beaucoup. Au début, beaucoup. Puis, tu sais, je pense qu'on le voit justement dans l'évolution des épisodes. Tu sais, maintenant, dis tout. Mais au début, j'étais tout le temps comme... Je sais pas si je peux compter cette histoire-là. Je sais pas si c'est intéressant. Allez-vous rire? Ça a-tu rapport? C'est-tu trop long quand je parle? Dites-moi les, là, tu sais. Fait que c'est ce projet-là qui t'a exorcisé. Oui, complètement. Qui m'a complètement fait m'épanouir. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai fait un photoshoot avec un ami photographe. Il m'a pris en photo il y a une couple de semaines, puis il m'avait pris en photo au début du projet. Ouais. Puis il a dit, c'est pas la même femme que j'ai vue. Ah. Puis les photos de la première fois, je savais pas comment me placer. J'étais comme... Là, cette fois-ci, j'étais comme, m'en mettre à terre. Vas-y, allume la fan. Allume la fan. Les cheveux. Ah ouais, Marilyn. Fait que, oui, tu sais, parce que, tu sais, ça revient à ce que je disais plus tôt, justement. Puis comme quand je répondais à la réponse d'Olivier, c'est... Là, je sais que je rejoins des gens qui m'apprécient bien, puis qui en veulent plus de moi, puis qui veulent les entendre, mes histoires, puis qui sont là pour ça. Puis, tu sais, le faire aussi... C'est qu'il y a eu une confirmation en cours de projet. Ouais, exactement. Il y a du monde qui sont comme, oui, je suis là à chaque semaine. Je t'écoute, je te trouve bonne, je te trouve drôle, vas-y. Je suis là, je vais revenir. Je suis là, vas-y. Puis, ce qui a concrétisé ça encore plus, c'est qu'on s'est mis à faire des représentations live devant public. Bon, parle-moi de ça. Ça, c'est malade. C'est fascinant. Donc, non, mais attends un peu, je veux, parce que ce matin, mon angle mort, justement, c'était pourquoi les podcasts sont populaires. Puis j'avais hâte de t'en parler. Ouais. Je vais juste te faire la prémisse, là, après on va revenir. Mais écoute-moi, j'ai fait le podcast des Denis Drolet il y a 3 semaines. Ouais. Parce que Sébastien m'écrit, après 1 ou 2 épisodes spécial du gérant, tabarouette, j'aime donc bien ça, tout ça. Ça a reçu un gros... ça a reçu une réaction très forte dans le milieu. Oui, mais c'est très intéressant. Là, t'es gentil, mais que je ne m'attendais pas. Mm-hmm. Parce que, pour répondre même tantôt à la question d'Olivier, moi, j'ai fait, moi, je veux faire ça, puis il arrivera ce qui arrivera. Tu sais, c'est très... je pense que les bonnes démarches sont peut-être plus naïves que j'avais moi-même l'impression. Ben, c'est aussi... On est humble quand on part un projet. Tu sais, comme ton projet de Chef Boilardi.
Ah, ben, ça donne C'est chez nous, une caméra, je m'amuse, je monte même pas. Pourquoi je le ferais pas? Ben oui, c'est ça. Mais finalement... T'essayes, puis... Mais j'ai toujours bien fait 34. Non, mais ça prouve que je me trouvais moi-même très drôle. Oui. Ben oui, Parce que tu fais il j'en faut ai fait triper plein. aussi. Mais ouais, c'est ça. Quelque chose on trippe pas. Mais bref, les gars, la semaine d'avant, parce que là, bon, tu sais, on se parle un peu, il dit, viens-tu telle date, là? Ouais. La semaine d'avant, il annonce, je vois passer après coup, hey, la gang, après 24 heures, on a vendu 2000 billets pour Wilfrid Pelletier à Place des Arts. Ouais. Tu sais, puis je fais, attends, Mike Ward remplit le Centre Bell, Ouais. les gars vont les faire, puis il me le dit lui-même, il dit, si on monte un nouveau show, on vend pas ça, là. Non. C'est extraordinaire. Ouais. Comment t'expliques, puis après je te dirai, moi, Ce que tu penses, oui. Mais comment t'expliques que personne ne paierait pour aller voir Paul Arcand? Pas parce qu'il est pas bon, Ouais, non, je comprends. mais parce que c'est de la radio parlée qu'on fait vrai ou faux. Là. Ouais, Tout le monde, absolument. on jase, Ouais, là, ouais, point barre. ouais. Puis vous autres, vous allez, puis je pense que vous avez fait sinon des clubs soda, je rêve-tu? On fait notre deuxième Club Soda en octobre. Puis il La était salle bien qu'on a plein, faite là. le plus souvent, c'est le Petit Champlain que justement on remplit aussi à chaque fois. À Québec. Ce qui est malade. Là. Ouais. Ouais. Puis tu vends pas ça 10 piastres, là. 20, 25, on veut quand même rester accessible. Oui, là. oui, c'est pas cher Ouais, en ouais, soi, ouais. mais c'est pas, genre, Ouais, c'est pas un suçon, là. Non. Bon. Ouais, c'est ça. C'est Alors, quand même vas-y. une dépense pour quelqu'un qui a... Quelle est ton ouais. explication? Je pense Parce que qui aurait vraiment... cru ça il y a quelques années? Ah oui, mais moi, c'est ça aussi. Des fois, ils sont comment... l'autre jour, je suis allée à l'UQAM pour parler... tu sais, ils invitaient différents intervenants pour parler de leur carrière puis ce qu'ils ont fait après leurs études. Puis j'étais comme, moi, j'aimerais bien ça vous dire que c'était un plan encore là, divinement ficelé. Ça n'existait même pas. Je savais même pas que tu sais... Fait que... je pense que le succès des podcasts... Puis pour moi, c'est ça aussi qui fait... C'est quoi un bon podcast? C'est que tu retrouves ça dans... Tu trouves ça nulle part ailleurs. Dans aucun autre médium, tu as la liberté, puis je vais dire, dans le cas qui nous regarde, artistique et créative que tu retrouves en podcast. Tu ne peux pas retrouver ça à la radio. Tu ne peux pas retrouver ça à la télé. C'est aussi des formes d'art. Mettons, le cinéma, c'est différent. La littérature, c'est différent et tout ça. Mais il y a quelque chose d'unique au podcast. Il y a cette espèce de... Je vais le dire en anglais, là, mais c'est raw, là. C'est brut. Il y a quelque chose d'extrêmement concret, d'extrêmement honnête, encore une fois. Tu sais, tous les artistes qui s'illustrent en podcast, c'est des artistes qui sont extrêmement honnêtes, transparents, puis qui ont une démarche, une proposition artistique très Mais claire. en quoi un animateur radio peut pas le faire? Ben, je pense que par rapport, je vais parler de ce que je connais, mais des podcasts humoristiques, il y a réellement un sentiment de je sais pas ce qui va se passer à soir, mais je veux être là si ça se passe. Je veux être là quand les Denis vont partir sur une chire, sur le père à Sébastien Barbu, puis appeler chez Mike's pour demander la pizza pompier. Je veux être là. Je veux être là dans la salle avec eux autres. Je veux être là à couple ouvert quand ils vont lire la date, puis que là, ils vont se lever de bout, puis que là, le jouet va tomber à terre, puis que là, on va prendre que le gars est dans la salle, puis qu'il va monter sur le... Je veux être là. Je veux être là. OK. Il y a ce sentiment de je veux vivre ça avec eux. Puis je pense qu'il y a le avec Non, mais là, eux, tu rajoutes de quoi? Ouais. C'est ça. avec Parce que je eux. veux vivre ça, ça s'appelle un événement. Ouais. Il y avait Mais ça ça avec reste- Fred Caillou. Bah, non, mais oui. avec eux. Mais avec Tu viens de eux. rajouter quelque chose que je trouve que moi, je n'avais pas computé. C'est qu'il y a quelque chose dans le podcast qui crée un engagement supplémentaire. Ben, on passe tellement de temps avec les gens. On s'en rend pas compte à quel point. Tu sais, puis nous, c'est surtout, on a parti ça pendant la pandémie. Les gens, ils nous ont beaucoup écoutés. là. Ouais. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils écoutaient ça, puis tant Puis c'est pas mieux, une entrevue de 8 minutes. tant mieux que ça dure 2h30 de temps. Je sais Ouais. pas quoi faire de Ouais. ma journée. Je sais plus quoi faire de mon J'ai temps. 2h30 de fête. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent au travail, justement, pour passer le temps à travers leur journée. Encore là, bien content que ça dure 2 heures, là, et plus, là. Tu sais, comme ça, mon avant-midi, elle passe T'es-tu plus forte vite, sur là. l'audio aussi ou ou YouTube brûle puis un peu d'audio? Parce que moi, j'ai commencé à mettre ça sur audio parce que le Ouais. monde me le demande, mais moi, je me disais, ouais, audio. Non, audio, ça, c'est oui. Ouais. Oui, ça C'est fonctionne ça, hein. très On est très à bien. 58, Marc. OK, merci. Ça fonctionne super bien audio. C'est selon les épisodes aussi, c'est que nous aussi, des fois, un peu à l'instar des Denis, puis même dans sous-écoute, il y a des choses que tu veux voir. Il y a des moments Ouais. que tu veux voir. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, c'est le fun de Ouais. l'avoir vidéo. Mais oui, je pense aussi que c'est ça. Comme tu le disais tantôt, on vend des billets. Je pense que les artistes en général vendent des billets pour 2 grandes raisons. Ils sont extrêmement talentueux, mais tu as envie d'être dans la même pièce. C'est ça.
que Catherine Levac pendant Ouais. 1h30 de temps. Ouais. Cet être immensément charismatique. Oui, je veux la voir, Ouais. je veux l'entendre me conter ses blagues en personne. Oui, je veux les voir en vrai, les Denis. J'ai passé tellement de temps à les écouter, ils m'ont apporté Ouais. tellement de joie. Comme quand tu vas voir Madonna, tu sais, je veux dire, on a grandi en dansant sur Madonna, puis là, elle arrive au Centre Bell, on va la voir, ça nous Ouais. rappelle toutes les Je fois comprends. qu'on a dansé dans notre sous-sol. Je vais te tu sais. rajouter, moi, ma théorie. Ouais. Qui n'est pas du tout, je veux dire, ça complète. Ouais, non, Parce que je ce que tu dis, c'est bourré de sens. Moi, ce que je pense, parce que je suis à la radio tous les jours, ça fait 10 Ouais. ans que je suis à Cogeco, tu sais, ça fait que là, je suis comme dans... Je suis en train de patauger dans les deux univers. Un traître! Non, Je suis ouais. Non, mais c'est fascinant en même temps, Ouais. tu sais, je trouve ça vraiment super. Moi, perso, j'aime Ouais. ça. Ouais. Je pense que la réalité, c'est que de un, les podcasts, c'est de la radio parlée. Mhm. OK? C'est des gens qui jasent. Ouais. Que techniquement, la radio parlée pourrait faire ce que les podcasts font, mais ne le font pas. Pourquoi? Parce que de tout temps, c'est une culture de journalistes et d'information qui a comme pris en otage le médium au complet. Puis étant donné que ça marche à coup de licence, que tu peux pas dire, hey, on va ouvrir une station de radio où il va y avoir couple ouvert, les deux, ça pourrait. Tu Ouais. peux pas. Tu peux Ouais. pas aller à la radio sans avoir une licence du CRTC. Ouais. Que quand Internet a permis à plein de dudes comme vous autres de dire, hey, on pourrait faire une émission, tu comprends? On ouvre un mic pour dire Exact. des niaiseries. Ouais. Il s'est passé une révélation, c'est-à-dire, regarde la demande quasiment hargneuse qui existe pour un contenu qui n'est pas de l'ordre de l'info, qui est un contenu très pertinent, mais qui est comme le seul qu'on a. C'est ça, moi, mon autre théorie, si tu veux, qui complète la tienne, c'est que ça a toujours existé des gens qui voudraient entendre parler de date, puis d'autres qui disent ah, les autres sont absurdes. Ça a toujours existé. Et là, ça existe, et un public a rejoint une offre. Oui, absolument. Trouves-tu que ça a du sens? Ben absolument, vraiment, vraiment. C'est sûr que je pense... Mais en la radio, effet, je le répète, peut faire ce que le podcast fait. Le fait pas, c'est une autre question. Ben, c'est à cause de la structure immensément lourde des médias traditionnels. OK, mais je pense. techniquement, ils peuvent. Techniquement, ils C'est peuvent. ça Ils ont que je des veux dire. micros, puis ils peuvent uploader ça sur Ouf. Spotify aussi. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire complètement. Mais en même temps aussi, tu sais, leur immense structure a fait vivre bien du monde, tu sais. À C'est quel sûr. point tu veux que tout le monde puisse parler tout seul dans un mic puis uploader ça tout seul sur Internet. Non, mais tu moi, sais. je veux plus dire que le contenu pourrait être moins... La Moins culture rigide, pourrait là. être moins information et plus divertissement ou autre. Tu pourrais avoir un... Mais ça n'a pas lieu. Puis, Ouais. puis j'ai pas l'impression qu'il y a une intention non plus. Ce qui fait qu'ils regardent tous les podcasts en disant c'est fantastique. Il y a du monde qui va à la Place des Arts payer. Ouais. Effectivement. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est pas possible que vous le fassiez. Ouais. C'est que Ouais. tout à coup, il y a une espèce de découverte de l'art là, dans le temps du Far West. Ouais. Où il y a plein de monde qui font hey, on va là, nous autres, puis on a juste un tamis, puis il y a de l'art. Ouais. Tout le monde peut avoir un tamis puis de l'art, mais il y a du monde qui l'ont fait quand d'autres disaient non, c'est pas de même ça se fait. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est tranquillement en train de changer. En tout cas, j'espère. Ben, il y a une Tu sais, influence mortelle. Je suis tannée aussi des fois qu'on regarde les podcasts comme, tu sais, l'affaire Super Sketch où ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, des fois ça sonne mal, nanana. C'est comme, bien que tout ça peut être vrai, Oui, il y en a. je trouve que quand même, dans les dernières années, il y a des grands moments humoristiques dans les podcasts. Je veux C'est dire, clair. à sous-écoute, il y a des moments humoristiques bien plus importants que dans les galas Juste pour rire des dernières années. Vrai. Donc, tu Très sais, vrai. c'est quand Mais même... pas juste humoristique, même des choses qui se disent. Oui, ou, oui, des sujets touchés, des Oui. points de vue échangés, puis... Mais qu'est-ce qui empêcherait Couple ouvert de se ramasser le week-end à Rouge ou à Canal Vie? On sac trop. Les sujets sont beaucoup trop vulgaires. Puis, pour rejoindre ton point de l'aspect journalistique, information, il y a pas des affaires qu'on se dit que des fois, on se trompe. Hein? Tu sais, puis même, nous, on le dit souvent, Couple ouvert, là, tu sais, si vous traitez Couple ouvert comme un podcast éducatif, non. Ouais. Non! On est ici pour rire, on est ici pour dédramatiser des situations. Les gens nous écrivent des dates parce qu'ils préfèrent rire que de pleurer d'une situation moche qui leur soit arrivée. Puis moi, c'est comme ça aussi que j'approche l'humour dans la vie. Là. Je pense qu'on a souvent pensé que l'humour, c'était exclusivement rire de quelque chose, mais au contraire, c'est une façon de dédramatiser des situations, Carrément. de se les approprier, puis de, passer au travers des choses terribles. Fait que, mais je veux dire, il y a tellement de choses que tu pourrais facilement revenir contre nous, faire comme faut pas que tu dises ça, c'est de la désinformation ou ça peut mettre en danger. Tu sais, je veux dire, C'est qu'en un mot, il y a encore vraiment une distance que tu sens qui fait que ça pourrait pas se transposer. Parce que la thématique est
totalement universelles. Mais pour moi, c'est ça qui fait un bon podcast. Moi, si ton podcast peut se retrouver à la radio ou être un segment télé... Il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose. Je suis d'accord. Parce que tu profites pas justement de ce que le médium te permet, cette liberté. Puis moi, j'aime beaucoup mieux... Tu sais, je me suis tellement tue longtemps, j'ai tellement pas parlé longtemps que tu me convaincras jamais de me taire de nouveau. Je préfère parler puis me tromper, puis m'excuser, puis recommencer, puis continuer, que de me taire. OK. Fait que quand on dit aux podcasteurs, vous êtes trompés, vous avez dit ça, nanana, tant mieux. J'aime mieux me tromper, me le faire dire, changer d'idée, puis continuer, que d'avoir jamais rien dit, puis de pas avoir échangé. Ouais. Voilà. C'est très bon, ça. C'est comme c'est quasiment l'extrait de tout ce qu'on jase depuis tantôt. Ouais, parce que, c'est ça. oui, parce qu'il y a dans ce que tu viens de dire, il y a la prémisse de ta personnalité qui était coincée, le fait que tu arrives sur un projet qui t'a fait comme go, puis tu tires une conclusion vers en avant, qui est que moi, tu vois, à ce titre-là, il y a une phrase, et pas de moi malheureusement, j'aimerais tellement ça, mais que je répète souvent, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Ben oui. Moi, je suis très débat dans la vie. T'sais, ici, c'est pas le propos, mais quand il y a des désaccords, ils sortent tout de suite. Puis pourquoi? Parce que pour moi, ça se peut pas une conversation enrichissante, où tu l'as dit tantôt, où il y a un échange qui n'est que politesse. Exact. Il y a un bout qui manque, là. Ouais. Ça se peut pas que je pense comme toi sur tout. Puis c'est même pas important. Puis c'est même pas important que j'ai les mêmes sensibilités que toi. Tant qu'à moi, ça n'a aucune importance. Je suis même pas obligé de m'intéresser à ce qui t'intéresse. Mais j'ai le droit d'en débattre. J'ai le droit d'en parler. Ça fait que ça peut être qu'un des deux va démontrer qu'il s'est trompé et c'est l'autre qui a raison. Ouais, puis... Tu sais que moi, j'ai passé 1 an avec Éric Duhem en co-animation. 1 an, tous les jours. Puis c'est resté quelqu'un avec qui je m'entends très, très bien. Ouais. Mais c'était quand même un peu un truc tordu pour moi parce qu'on n'était pas du tout dans la même sphère. Ouais. Mais ce qui était fascinant, c'était cette capacité-là de se pogner réellement sur un sujet. Puis après ça, moi, j'arrivais avec une autre affaire, puis on riait, puis on déconnait. Puis elle était là, ma mission. Je disais tout le temps, Éric, moi, que je gagne un débat avec toi ou pas, je m'en fous. Ce que je trouve génial dans le contexte de polarisation actuelle, c'est que le monde qui nous écoute, là, quand même qu'ils disent « Ah ouais, Boilard Dizzy » ou « Ben c'est Duhem qui a raison », ils voyaient qu'après, là, au lieu de quitter, puis en se disant « Allez sur Facebook », dire « En tout cas, c'était... Ouais. On partait dans un registre où on s'amusait réellement. Ouais. Je trouvais qu'il y avait de quoi là-dedans. Puis quand tu me parles de ta démarche, je trouve qu'il y a ces mélanges de genres-là, où est-ce qu'on peut rire et être sérieux, etc. Je pense que c'est une signature de podcast aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est le mélange des genres en général. Ben absolument. Puis tu sais, moi, avec Couple Ouvert, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. C'est la variété des invités qu'on a, d'être capable d'apprendre sur leur réalité, de se challenger des fois sur des affaires. De là, Couple Ouvert, on est ouvert, on veut apprendre, on veut connaître des gens, on veut les faire découvrir, les faire rayonner pendant 1 heure de temps. Échanger, puis comme tu dis, après ça, si on finit, puis il y a certains trucs sur lesquels on n'est pas d'accord ou qu'on n'est pas sûr ou qu'on a envoyé dans l'univers. Il n'y a pas de crime, là. Non, exactement. Exactement. C'est quoi ton évaluation du dating avec tout ce que tu entends en 2023? C'est quoi cette zone-là? Non, mais je veux préciser parce que... Je comprends. Moi, l'affaire qu'on m'accusait le plus dans le temps de mon classeur, puis que j'étais à TV, puis je parlais juste de ça, c'était « Ah, Marc Boilard, il parle de relations de couple, puis il n'y a pas de blonde. » Non. J'ai jamais parlé de relations de couple. Vous mélangez les zones. Toi et Thomas, là, vous n'étiez pas un couple au début, vous étiez en dating. Oui, complètement. C'est que ma question, je veux qu'elle soit très précise, puis c'est ce que tu me parles. Parce qu'évidemment, dans le couple ouvert, tu dois avoir aussi des relations établies et de tout. Oui. C'est quoi, d'après toi, le dating? Là, c'est-à-dire, tu sais, Tinder, patente. Quelle lecture tu fais de cette réalité-là aujourd'hui? La zone, moi j'appelais ça la zone rencontre. C'est quoi? Ben, c'est sûr que ma vision est teintée par, tu sais, majoritairement les gens nous envoient leurs histoires difficiles. Fait que c'est sûr que je suis comme... Les histoires d'horreur sont toujours drôles. Des fois, j'essaie de me projeter, tu sais, ben, j'y pense pas souvent, mais je me dis, hey, si je retombais célibataire, oh my God. Trouves-tu que c'est une pire jungle qu'avant? Ta perception, c'est ça? Je sais pas. Je pense juste que ça s'articule autrement. Je pense juste que les codes sont différents, mais le fond reste le même. Ça reste des gens qui essayent de se rencontrer. Puis des fois, ça clique, puis des fois, ça... Point barre. C'est tout. Okay. Fait que ce soit sur Internet, que ce soit sur une app, que ce soit dans un bar, que ce soit sur un site concret HTML, que ce soit à job... ça reste la même équation. Fait que tu sais, t'essayes juste de trouver quelqu'un avec qui, les choses s'imbriquent un petit peu, puis que tu te sens confortable, tout en sentant que t'essayes
moi, j'ai tout le temps... Tom, il me fait sentir confortable, mais il me fait aussi sentir que je peux m'améliorer sur certains points. J'ai envie de m'améliorer pour lui, tu sais. Puis, pour moi, c'est ça, c'est d'essayer de trouver cette personne-là. C'est ma définition à moi. Après ça, les gens peuvent avoir la leur. Mais c'est ça. Pour moi, c'est tout simple que, ben, on se rend compte, puis des fois, c'est doux, puis des fois, c'est pas doux. Puis là, on s'en revire de bord, puis on réessaye ailleurs. Tu crois que ça n'a pas changé? Je pense pas tant que ça. Une première date, c'est la même qu'avant? Je peux pas te répondre, moi, j'ai pas 20 ans. Ben, c'est que je pense que là, ce qui a changé, c'est que tu peux enquêter sur la personne. Là, moi, j'ai une amie qui est spécialiste là-dedans. Ah bon? Elle me fait tellement rire. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un ou que j'y parle de quelqu'un, C'est trop d'affaires. ça part. Ah, écoute, elle va savoir si tu as été incorporé en 98, là, tu sais. Burn, OK. Non, je te dis, elle pourrait vraiment être détective. Oui, privé. y a-tu un casier? Hey, c'est spécial. Fait que ça, je pense qu'il y a ça. Puis tu vois, moi, je pense que c'est ça qui me... Puis je pense que c'est ça, des fois, quand on reçoit des artistes qui les angoissent aussi, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu pars pas sur le même niveau de connaissance de l'autre quand t'es quelqu'un de moindrement un peu connu ou qu'il y a des épisodes de podcast de toi sur Internet que tu peux écouter en te préparant pour ta date. Genre. Ouais. Fait que ça, il y a ça. T'as accès à de l'information. Je pense qu'on avait peut-être pas tant que ça avant, dans le temps. Mais, ouais. Ça fait que les histoires d'horreur que tu reçois, c'est des histoires, tu trouves, qui peuvent être horrifiantes la veille ou horrifiantes il y a 15 ans. Ah ouais. OK. Ah ouais. Ni pire, ni moins, ni plus. Parce que moi, mon hypothèse... C'est du monde qui essaye de s'aimer, puis que c'est difficile. Non, ça, j'ai tout compris. C'est tale as old as time. Oui, là. mais moi, j'ai quand même une hypothèse, par les antennes que j'ai, qui est que Tinder a scrappé le dating. Comment? Parce que c'est trop une jungle. Trop rapide, trop comme du fast-food, genre de dating? Oui. Ouais. C'est une jungle beaucoup plus monstrueuse qu'avant. Ouais. À un moment donné, il y avait des sites avec des personnalités. Réseau Contact, puis mon classeur, c'était pas pareil. C'était pas le même groupe d'âge. Il y avait une certaine niche. Ouais. Là, c'est comme ça tuait tout le monde. Mais surtout, je vais dire mon hypothèse, c'est que les gars n'ont plus aucune première vitesse. Tu veux dire qu'ils sont sur le 228? Non. Alors, dans mon jargon de l'époque, tu avais 5 vitesses. OK. La première, c'était, je vois une fille là, personne ne peut me la présenter, c'est moi qu'il faut qu'il casse la glace, OK? Première vitesse. Deuxième, on a commencé à jaser, blablabla. Moi, je pense que Tinder a fait qu'il n'y a plus aucun gars qui a des skills de première vitesse. Ah, tu veux dire juste, mettons, croiser une J'ai fille l'impression que les filles vont dans les bars maintenant, puis que c'est 50% moins de gars qui vont leur parler. Ah, là, je peux me tromper. Je comprends ce que tu veux Nos dire. amis nous le diront. Ouais, mais j'étais curieux d'avoir ton avis. Cette espèce de première approche. Elle est juste faite sur Tinder. Mm-hmm. Les gars peuvent se cacher tranquille. Si elle répond pas, c'est pas grave. Faut que tu te mouilles là, de te lever et dire allô, moi je m'appelle Marc. Ouais. Mais je pense que ça, ce courage-là, et aussi habileté, parce qu'à un moment donné, c'est à l'usage. Oui, mais ça prend du courage. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que Tinder l'a tué. Ce qui fait que... Puis pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai des filles plus jeunes qui me disent... Si on fait pas de move... Écoute, moi, dans mon cercle d'amis proches, là, j'ai des filles qui disent... Puis c'est moi qui ai remarqué à un moment donné, je comme, attends une minute, là. Tu me dis, c'est toi qui as approché... Ça n'existait pas, moi. Non, ouais. Moi, je sortais tout seul dans un bar ou à 2 ou à 4 gars. Les filles venaient puis on pas, faisait rien, on retournait tout seul, là. Ouais. C'est point barre. Puis là, je les entends dire, moi, c'est moi qui ai approché mon chum. J'ai fait la seule hypothèse que j'ai, c'est que les gars le font plus parce qu'ils le font juste cacher en arrière de leur. Ding, ding, première vitesse. Ils checkent, puis ils checkent le menu. Ça se peut-tu? Ça se peut. Hey, c'est ça qui est difficile pour moi parce que j'ai jamais... Oui, j'ai été sur mon classeur, mais j'ai jamais été sur les apps. Fait que je la connais pas, fait que vous avez pas, dans Couple ouvert, vous avez pas vraiment des genres de... Vous avez pas comme des questions, là. Non, moi, c'est des anecdotes. Oui, puis on a des gens de tous âges qui nous écrivent aussi. Là. On a des dates de mon classeur. Il y a des gens qui nous racontent des dates back in the days de mon classeur. Chaque fois, je jubile. Ouais. Des dates Tinder, des dates de mon collègue de travail, on se tripe dessus, puis on est allé prendre une bière après. Il y a encore différents scénarios. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je t'entends. Parce que moi, je n'ai pas assez vu pour pouvoir, parce que c'est vrai, ce que je voyais, c'était des trucs rigolos et des anecdotes. Ouais. Je me disais, y a-tu des fois du monde qui vous demande, hey, qu'est-ce que je devrais faire? Ben là, tu vois, t'écouteras Deux Princes parce que là, les gars, ils ont ouvert une boîte à justement conseils. Je comprends. Si tu veux les conseils de Philippe Audrey et Thomas, c'est pas peut-être que tu veux pas, puis je comprends. Hein? On revient à ton fameux, on peut se tromper dans un podcast. On peut se tromper. C'est pas éducatif, Deux Princes non plus. Je comprends. C'est quoi les prochains projets, là? Parce que tantôt, tu as dit de quoi, je suis obligé d'y revenir. Ouais. Tu as dit maintenant, j'ai envie. Ouais. Vous les générez où, ces revenus-là? Ouais, il y a différentes sources de revenus. Il y a le Patreon. Ouais. Il y a les commandites. Puis il y a les revenus publicitaires de YouTube. Puis dans l'ordre, c'est quoi?
Ça dépend des mois, parce que ça dépend des commandites, ça dépend des views, ça dépend... Les commandites, on t'approche? Allô, j'aimerais ça que tu plugues ta affaire? Maintenant, on travaille avec Amélie, qui travaille avec Michel Grenier. Ah oui, qui s'occupe des commandites de Sous-Écoute, de Distorsion Absolument. aussi, de nous autres, puis Pentelis, je pense. Oui. Fait qu'elle travaille super bien, c'est super le fun. Puis ça, c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un qui négocie puis qui gauge tout ça pour toi. Et on a aussi les revenus des spectacles live quand on en fait. Donc, que ça, c'est plus un peu du break-even, là, parce que, tu sais, on choisit quand même de faire des petites salles avec un prix de billet plutôt bas. Fait que couvrir tous nos frais, des fois, de déplacement, l'équipe technique et tout ça. C'est pas là qu'on fait « wouhou ». Tes prochains, c'est quand? On fait le Petit Champlain le mois prochain. On en fait toute l'année 2023 jusqu'en décembre. On fait le Club Soda aussi en octobre de nouveau. On finissait à Cowansville en décembre. Ça, c'est comique parce que Cowansville, maintenant, c'est une salle qui appartient à mon ancien voisin de mon premier appart. On allait au cégep ensemble. Super. Lui, il était dans un groupe rap dans le temps, pendant que moi, je faisais du théâtre. Puis là, aujourd'hui, on est comme « Oh, je m'en viens dans ta salle de spectacle avec mon projet qui l'a cru. » Fait qu'on est bien excités de ça. Qu'est-ce qui fait que tous les podcasts à Montréal, ou presque, vont au Club Soda plus qu'ailleurs? Je suis juste curieux. Parce que j'ai vu Sexe Oral, on fait 2 soirs. Oui, exact. Eux autres, ça torche. C'est une salle vraiment le fun avec qui travailler, honnêtement. Puis avec un deal de location qui a du sens, puis qui sont parlables pour plein d'affaires. Est-ce qu'ils ont fait un deal podcast qui est différent? Je sais pas s'ils ont fait un deal podcast pour tout le monde, parce que tu vois, nous... mais c'est abordable, on peut se le payer. Là. Nous, ça fait du sens. Là, nous aussi, on a été complet, fait que ça a bien été. Là, fait que je connais pas le scénario de si j'avais vendu 80 billets, c'est sûr que j'aurais peut-être une opinion différente. Mais nous aussi, ça a été vraiment exceptionnel. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est Consortium qui book nos lives. Donc vraiment comme une agence, comme avec leur chapeau d'agence de spectacle. Comme une tournée d'humour. On est le premier podcast. Il y a des podcasts qui font des lives, mais nous, on est le premier podcast à faire une tournée dans le réseau de salles traditionnelles au Québec. Fait que, on fait des, justement, Petit Champlain, le Victo, Carré 150, des trucs comme ça. Fait que, merci. Tu pourrais partir au Rosec, là, genre. Ouais, pour vrai, on a eu la discussion, est-ce qu'on se présente au Rosec? Mais c'est extraordinaire, sérieux. Non, c'est malade, là, tu sais. Des fois, je le réalise à quel point c'est exceptionnel quand j'arrive dans les salles puis que je vois les affiches. Puis que c'est genre Lise Dion, Jérémy Demé, Michel Barrette, puis là, nous autres. Ouais. Ouais. Non. Puis que je vois aussi souvent, nous, on fait les salles plus de format cabaret, justement, pour la capacité de vente aussi, mais pour l'ambiance, le son et tout ça. Puis, dans ces salles-là, c'est souvent des premiers one-man shows en rodage, ou one-woman show en rodage. Puis des fois aussi, encore là, je vois les affiches, tu sais, c'est des gens qui travaillent depuis 10 ans, là. Absolument. Puis qui sont enfin en tournée. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait ça, on est comme « Salut, on est en spectacle demain, nous autres. » D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de... Parce que moi, je vois qu'il y a 2 univers de podcasts au Québec. Il y a Radio-Canada, puis il y a tout le reste. Ouais. Ou tu rentres du Cube aussi dans Radio-Can? Je rentre nulle part. OK. Mais t'as Radio-Canada qui est genre encore... ceux qui sont là, ils ont un chèque, ils sont produits, il y a le réalisateur, la patente. Ouais. Puis t'as tout le reste, là, qui fait comme hey, « moi, j'en lance un, puis je vais payer mon studio, puis YouTube, la patente. » C'est quoi, toi, ton analyse de ces 2 univers-là, qui ont l'air d'ailleurs de pas zéro connectés, là, zéro? Ils se connectent tellement pas, c'est fascinant. Je pense seulement que Radio-Canada a repris la structure de production traditionnelle puis l'a appliquée au podcast. Fait que, je pense qu'elle a une structure du genre, moi j'ai 2 idées de podcast, un sur les grenouilles puis un sur les plantes artificielles. Je le propose à Radio-Can. Ils me disent non, les grenouilles, mais les plantes artificielles, ouais, je vais prendre 5 épisodes de 12 minutes puis ce serait le fun que Boucardiouf soit là. Puis là, ils partent avec ça. Puis, après ça, t'as les indépendants, mais les réellement indépendants, là, parce que, tu sais, il y a des gens qui se disent producteurs indépendants qui sont dans cette structure-là. Je comprends ce qu'ils veulent dire, là. Ils sont producteurs indépendants dans la structure traditionnelle, c'est-à-dire que ils ont leur propre compagnie, mais ils restent quand même dans le schéma traditionnel de je propose un projet à un diffuseur, le diffuseur l'approuve, me donne un budget, voici un chèque, et je pars avec ça. Tandis que là, t'as l'autre scénario qui est les artistes autoproducteurs, là, mais réellement, là, puis c'est tout du monde qui te disent moi, justement, je suis capable de m'en acheter un micro, je suis capable de louer un studio à l'heure, puis de me faire du contenu, puis de le mettre sur ma chaîne. Tandis qu'en parallèle, je pense que c'est justement Charles Deschamps qui parlait de ça récemment au podcast de Pentelis.
si tu participes des fois aux émissions télé plus traditionnelles, humoristiques, après ça, ton number leur appartient pendant 3 ans, ils diffusent sur leur plateforme exclusivement. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières avant de te rendre à accéder à un numéro X, Y, Z que tu as aimé. Alors que là, t'es comme, hey, moi, j'ai envie de... Puis en plus, souvent, tu sais, l'humour, c'est aussi... c'est d'actualité, là. Tu sais, moi, des fois, si je réécoute des vieux épisodes de Couple ouvert, je sais pas que ça l'a mal vieilli, mais c'est que c'est vraiment imprégné dans une période X de temps. Donc, il y a cette instantanéité-là aussi qui est vraiment intéressante. C'est une structure parallèle qui s'est créée, je pense, à cause... pour répondre au manque de la structure traditionnelle. On revient à ce qu'on parlait tantôt. Ben oui, exactement. Je pense que la structure traditionnelle, elle existe, c'est un gros bateau. Puis, tu sais, tourner un gros bateau de bord, c'est long. Puis, je comprends que c'est compliqué. Mais, tu sais, ça fait... Je veux dire, la relève à la télévision, elle a 40 ans, là. Tu sais, moi aussi, mettons, quand on a gagné un Olivier récemment, t'es comme, vous êtes la relève en podcast. Comme pour les podcasteurs, on est leurs parents, là. Une petite nouvelle pour vous autres, là. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi ton public cible? Je suis très curieux de ça. 25-35. OK. Un peu plus de femmes que d'hommes, un peu mélanger les deux. Éduqués, travailleurs, des fois des enfants, des fois pas. OK. Oui, vraiment. Ben, finalement, du monde qui nous ressemble, tu sais. C'est pas même compliqué. Mais aussi des plus jeunes, aussi des fois un petit peu plus vieux. Tu sais, à chaque fois qu'on dit, c'est ce qui est cute, là, à chaque fois qu'on fait comme, tu sais, on sait que les vieux, ils se collent de nous, il y a tout le temps comme, moi j'ai 55 ans et je vous écoute et je vous aime, là, c'est vraiment super gentil. Oui, t'as tout le temps. C'est vraiment fin. Mais tu vois, moi, Angle mort, c'est quasiment 70%, 35-55, mais ça, c'est ma grosse tranche d'âge, c'est 25-35. Ben, je pense que tu viens rejoindre... Ça n'a pas tant rapport avec l'âge de qui est en avant, ça a rapport avec le propos, la vibe, contenu, il y a plein d'affaires. Peut-être, oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, je pense que toi, tu parles aussi beaucoup à des gens qui s'intéressent à cette industrie-là, qui veulent peut-être y travailler, qui travaillent peut-être déjà ou commencent à y travailler, puis là, veulent connaître des rouages ou des histoires. C'est sûr que c'est intéressant. Et là, je rêve-tu ou t'as un studio, là? On a un studio, oui. On a maintenant notre propre studio. On avait même parlé à mon début, hein? Oui! Quelle aventure! C'est tellement de travail. Bon? C'est beaucoup de job. Parce qu'on est parti from scratch. Là. Il n'y avait rien dans ce local-là. Là. Il n'y avait même pas de plancher. Fait qu'on est parti vraiment de loin. On a eu, heureusement, beaucoup d'aide, dans le sens de... On a plein de personnes talentueuses autour de nous qu'on a pu aller chercher leurs services pour nous aider à monter la technique, monter le décor, et beaucoup de gens qui veulent aussi nous aider parce qu'ils nous aiment puis qui veulent contribuer, tu sais. Ben oui. La Vanessa qui nous a aidés pour la décoration, c'est parce qu'elle nous aime beaucoup, là. Elle était comme, moi, je vous aime, puis je veux vous aider, puis je suis là, puis elle nous a fait un plan 3D, puis tout, c'était comme... Fait que, tu sais, on a cette chance-là aussi d'être entouré de gens talentueux qui ont voulu nous aider là-dedans. Puis le plus gros trip pour moi, parce que ça revient encore là à ce qui me fait triper pour vrai, c'est que maintenant, il y a d'autres podcasts dans ce studio-là. Il y a d'autres gens qui s'approprient l'espace. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment Mais c'est où l'ouvrage d'abord? Tu veux dire le monter? Parce que là, maintenant, le ça monter, roule. Puis là, c'est le gérer. Tu sais, je veux dire, la technique... T'as acheté pour combien de... c'est environ... Parce que nous, on a aussi un éclairage au plafond et tout diffusé. Là, je te dirais que c'est comme un bon 20 000 $ de stock. Pour vrai? Ouais. Oh. Là, venez pas nous voler parce que j'ai dit c'était quoi. Non, mais 20 000 balles. Ouais. OK. Ça fait que c'est pas vrai que ça se fait à coup d'iPhone là, quand on veut la qualité. Tu peux, si tu veux. Puis, tu sais, la qualité, on l'a travaillé fort. En même temps, le local est gros, il y a de l'écho. Tu vois, la semaine prochaine, on rajoute des panneaux. Je trouve que c'est un gros work in progress. Puis, c'est justement une gestion budgétaire aussi. Quelles dépenses on fait en premier, quelles dépenses on fait. Tu sais, on fait des choix. On n'a pas pu tout faire tout de suite. J'aimerais ça dire que je suis millionnaire du podcast, mais pas encore. Fait que c'est ça. Fait que c'est un gros work in progress pour améliorer cet espace-là puis offrir un environnement optimal pour les gens. Mais à chaque fois que je vois un extrait passé d'un autre podcast enregistré chez nous, je capote. Je tripe bien raide, je jubile. L'autre jour, on a un podcast souverainiste qui s'enregistre chez nous qui s'appelle Génération Oui. Ils ont reçu Gilles Duceppe. Je capotais. Derrière, il y a notre toile de René Lévesque. Je capotais! J'étais comme, voyons donc, tu sais que c'est malade. C'est un très beau projet, honnêtement. Tu sais, c'est vraiment des projets cool. À chaque fois que je regarde les épisodes qui sont passés, je suis comme voir que ce monde-là sont passés chez nous, tu sais, tout du monde talentueux. Puis ça, c'est ça qui me fait le plus triper. Fait que je me dis tout le temps, si un jour, encore là, ça revient à je me sens ingrate puis c'est pas intéressant quand je parle, si le monde s'intéresse plus à ce que je dis, ça va toujours être pour moi une réelle passion de faire redevenir rayonner. Derrière, oui, c'est drôle, hein? Mais oui! Puis en c'est plus, très brillant même comme vision, tu sais, c'est vrai? Ben, tu sais, c'est que je trouve que aussi que ce qui est cruel des fois des artistes ou des gens devant la caméra, c'est vieillir, des fois, c'est traître, tu sais.
pour plein de raisons. Ouais. T'es irrelevant pour les jeunes, t'as des plis dans le front, puis tu sais, je sais pas. Fait que je me dis, hey, la journée que ça marche plus, là, je m'installe à la console, puis je les monte, les épisodes, là, je suis capable de le faire maintenant. Fait que, voilà. Est-ce que tu penses, dernière question d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va voir quelque chose qu'à date, moi, je pense qu'on n'a pas vu, mais tu vas peut-être me dire, non, lui, mais un producteur de podcast, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas être comme on fait, c'est moi, Kailou, mon studio, qui va dire, toi, je t'ai vu, puis comme avec un artiste, je produis ton podcast. Ouais. Je pense qu'il y a certains studios qui le font un peu, en effet. Je pense que le studio SF le fait un peu, Transistor le fait un peu. Eux, ils sont plus dans le true crime, notamment. Fait que ouais, absolument. Il y a réellement des producteurs de podcasts qui s'installent. Moi, j'ai hâte de voir comment qu'on va réellement réussir à l'articuler dans l'humour ou dans le podcast plus artistique, tu sais, parce que aussi, moi, ce que je trouve trillant en ce moment, c'est tous les nouveaux podcasts qui sortent, qui déconstruisent le concept, qui réinventent la formule pour que, justement, artistiquement, ça soit différent. Exemple. Les Denis l'ont très bien fait avec Rince Crème, mais tu sais, de déconstruire un peu... On n'est pas juste en train de jaser. C'est ça, de déconstruire l'entrevue puis de proposer quelque chose d'artistiquement différent, ça, je trouve ça vraiment trillant. Mais c'est de voir comment qu'on établit cette nouvelle structure-là. Tu sais, parce qu'en ce moment, elle est très... pour moi, elle fonctionne bien, mais elle pourrait en effet évoluer et se peaufiner, mais elle fonctionne bien dans le sens où, en ce moment, les podcasts qui font assez de sous pour payer leurs invités le font. Ceux qui ne font pas assez de sous le font pas. Puis ça, c'est bien. C'est la seule structure qu'on a pour l'instant. Je parle financière. C'est très vrai. Puis ça va parce que justement, il y a cette espèce de monnaie d'échange qu'on a bien compris. Puis que si tu sais bien l'utiliser, si tu sais bien optimiser un bon passage dans un podcast, après ça, tu sais, je veux dire, la carrière à Thomas a changé à cause d'un épisode de podcast. Fait que tu sais, ça, c'est aussi des scénarios qui existent. Fait que c'est de voir comment on fait évoluer cette structure-là pour justement pas répéter les erreurs de l'ancienne structure. Fait que de laisser une réelle place à la relève, à l'innovation, à l'audace. Tu sais, quand je disais tantôt, pour moi, un bon podcast, ça peut pas se retrouver sur des ondes traditionnelles à cause de ces critères-là. Mais c'est, OK, conservons ces critères-là, puis comment est-ce qu'on peut les faire fleurir au maximum dans une structure de prod un peu plus établie. T'sais. Quel conseil tu me donnes pour la suite de mon projet? Je te souhaite... Non, des conseils. C'est un conseil en même temps. De continuer à avoir des super bons invités. Je pense que ça, pour moi, c'est une grosse clé. Mais d'être le plus décontracté. Mais tu l'es déjà, tu fais ça depuis des années. Mais honnête, décontracté, drôle, raconte les affaires. Ce que tu penses que tu peux pas dire, dis-le. OK. Dans une certaine limite. Non. Mais non, mais c'est super intéressant. Mais j'enregistre ça, je trouve ça très... Je m'inscris là-dedans, mais j'aime ça que tu mettes un focus là-dessus. Ouais. Je trouve ça super... Pour moi, c'est exactement ça. Okay. C'est ça qui fait en tout cas, que je pense que les gens s'intonisent couple ouvert, c'est que tu dis... Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Ouais. J'espère que c'est tout, moi. As-tu vu l'excellent film de Howard Stern? Non. Howard Stern, qui est un personnage, moi, que j'aime pas du tout. Pas là, vu, ça m'intéresse pas ce qu'il fait. Ouais. Mais le film c'est sûr que c'est malade, là. Non, mais le film, en plus, cinématographiquement, avait eu des reviews écœurantes. Ouais. Vraiment des critiques malades. Je l'ai vu genre 10 fois. OK. Puis à un moment donné, il fait une erreur parce qu'il lit des pubs, il fait des lives, tu sais, c'est-à-dire qu'il lit une pub en direct. Puis c'est « Hey, venez... à une quincaillerie, là, puis c'est la journée, la fête des mères, tu vois. Puis il dit, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'allais à la fête des mères, tu vois. Puis là, il continue à lire le texte, c'est comme, c'est la grande ouverture la semaine prochaine. Puis là, il fait, bon, OK, garde. Il dit, moi, je suis juste un DJ qui essaie de gagner sa vie, là. Je ferai plus ce gaffe-là d'essayer de vous faire croire rien, tu sais. Puis là, il est avec sa blonde, puis il est en train de mettre de l'essence dans son auto. Puis il dit, qu'est-ce que t'as aimé le plus tantôt? C'était-tu quand j'ai reçu là? Elle dit, non, ce que j'ai aimé le plus, c'est quand tu t'es trompé. Puis que tu l'as accusé. Exactement. Ouais, puis ça, moi, ça m'a marqué, c'est le fameux... Je vais te donner un autre exemple. Pierre Prince. Quand j'étais chez Spectra, on travaillait, entre autres, je travaillais sur le show de Pierre Prince parce que j'étais à la production avec Guy Laforce, etc. Ouais. Pierre avait un show du tonnerre. C'était vraiment bon. Ça n'a jamais été un vendeur d'étiquettes, mais c'était très, très bon. Puis un jour, on va dans la loge après son show, en rodage à Laval, dans la petite salle qui s'appelait comment? Maison des Arts. Voilà. Ouais. Puis je dis, hey Pierre, c'était quoi? Quasiment la même mécanique. C'était quoi que tu trouvais qui a été le fait saillant de ton show à soir? T'sais? Puis là, il dit, ben ça, puis t'as l'affaire. J'ai dit non. J'ai dit, c'est quand la bonne femme s'est mise tellement à rire que tu étais obligé d'arrêter pour... Les gens étaient... Puis d'interagir avec elle. Ouais. Mais il y a beaucoup, puis ça, je l'ai vu tout le temps que j'étais gérant, il y a beaucoup d'humoristes
qui oublient qu'ils sont aussi, sinon d'abord, des entertainers. Ils veulent être des auteurs. Non, c'est mon gag que j'ai écrit. Oui, avec une j'ai structure compris. Parfaite. Parfait, super génial. Il y a des gens là-dedans très compétents. Mais la réalité, c'est que moi, comme acheteur de tickets, là, je m'en claque pas mal. C'est pour ça que je trouve ça intéressant quand tu dis, tu ramènes à l'idée que le fameux... C'est naturel. Puis je pense aussi que ça revient à ce que tu disais tantôt. Le cadre que se sont imposés les médias plus traditionnels, je pense qu'ils sont coincés là-dedans puis qu'ils ont perdu de ce naturel-là que finalement les gens vont chercher en écoutant des podcasts. Je pense même qu'ils ne le reconnaissent plus. Ouais. Ils le reconnaissent plus. Ils savent plus. Les gens... Des fois, tu te dis, les gens de radio savent-tu encore rire normalement? Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais tu sais... Ben oui. Ah, tu vois, mais là, parce que là, moi, je suis à radio parler, c'est un autre truc. Mais c'est sûr que bon, oui. Il y a tout un autre... Oui, il y a une culture du c'est donc drôle. Oui. C'est plus à la radio musicale. Oui. Hey, Stéphanie, Vandelac, sa gueule. Yes, incroyable. C'est tellement hot. J'espère que je vais voir ça circuler un peu. Là. Wow, je suis tellement fier. On va faire un meme sur le groupe Facebook, tu vas voir. marcboilard.com, tout le monde, pour l'ensemble des activités, la suite. Et écrivez-moi, ça m'a fait plaisir. Bonjour à tous. Merci mille fois. À la prochaine. Salut, bye.